ceci étant dit, en attendant que vous alliez voir Jérôme, ce que je vous propose, donc, c'est de reprendre là où on en était, puisque moi, ce que la semaine dernière, je vous avais raconté, alors il faudrait peut-être que je vous partage mon écran quand même. En fait, on parlait de création monétaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus de curseur. Pardon. On parlait de création monétaire et je vous avais raconté la théorie qui était que on est dans une économie où la création de monétaire, la création de monnaie, elle est faite par les banques commerciales et donc à ce titre, elle est décentralisée. Alors, elle n'est pas complètement décentralisée, mais elle est décentralisée aux banques. Au passage, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que concrètement, il y a eu une époque où la création monétaire, elle était partagée entre les banques et la Banque centrale. Et puis il y a eu une époque où la création monétaire, elle n'était pas du tout le fait des banques. En particulier quand on avait une monnaie qui était métallique, et quand on n'avait que de la monnaie métallique avec pas de circulation de papier, la création monétaire, c'était ce qu'il y avait comme métal dans l'économie. Bon, et vous m'avez justement fait remarquer que ça c'était bien, mais qu'en fait, on voyait quand même depuis le début de l'année, avec les interventions de la Banque centrale européenne, qui ne sont pas visibles quand on ne regarde pas au bon endroit, mais qui sont visibles quand on regarde son bilan, que la Banque centrale européenne était en train d'injecter de la monnaie en rachetant des actifs. Enfin, elle prête de l'argent aux banques pour que les banques achètent les titres d'État, et après elle rachète les titres les obligations des États membres aux banques. Donc de fait, elle injecte de la monnaie dans l'économie à un moment où il y en a besoin, parce que sinon, on vivrait une crise déflationniste. Alors, ce que je trouve marrant, c'est qu'en fait, personne, pendant ce temps-là, ne, ne s'intéresse à ce qui se passerait si effectivement on vivait encore dans un monde où on avait, par exemple, les talons or, ou par exemple des bitcoins, mais comme monnaie. Mais vous imaginez que dans une situation comme celle qu'on connaît, si votre offre de monnaie est inélastique, il va y avoir un petit problème. Enfin, je ne vais pas faire beaucoup de macro, mais, parce que ce n'est pas l'objet de l'économie bancaire, mais imaginons 2 minutes que l'offre de monnaie soit inélastique. Qu'est-ce qui se passe? Euh, il y aura du coup de la déflation parce que pour une offre de monnaie à changer, du coup, il y aura plus en plus de demandes et je sais pas, du coup, il y aura pas du coup l'offre de monnaie qui va être suffisante et du coup, les prix ils vont baisser et ça va créer de la déflation. Je crois. Mais attendez, l'offre de monnaie, elle est fixe de toute façon, donc elle ne bouge pas. Ouais, mais la demande, elle augmente. Donc, c'est comme si les gens, ils n'auront pas assez de monnaie pour les transactions dont ils ont besoin et tout. Et du coup, ça va créer de la déflation, je crois. Qu'est-ce que vous appelez de la demande de monnaie dans un système économique où la quantité de monnaie est fixe? Mais du coup, il y a plus de production et du coup, il y a plus de création de valeur. Et donc, j'imagine que cette valeur qui va être créée à un prix, du coup, mais l'offre de monnaie va être inchangée, donc ça va faire baisser les prix. Ouais, mais je trouve que vous allez un peu vite en besogne, parce que je vais vous lire autrement, moi. Vous imaginez une situation comme celle qu'on est en train de vivre, dans une économie où on n'a que de l'or, d'accord? Ou des bitcoins ou ce que vous voulez, mais on va prendre de l'or, parce que l'or, c'est assez parlant, en fait. Donc on imagine qu'il n'y a pas de circulation de monnaie papier, et il n'y a pas de banque centrale, ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a que de l'or. Il y a juste un institut monétaire, comme la monnaie, vous savez, à Paris, où on frappait la monnaie, la monnaie de Paris, là, qui est sur les quais de Seine. Donc il y a un institut où on transforme les barres d'or en pièces de monnaie. Concrètement, la maladie se déclenche, enfin, l'épidémie se produit comme on a vu. Le gouvernement dit qu'il faut aider les gens qui vont perdre leurs revenus, donc on va leur avancer leur salaire. OK, donc on leur avance leur salaire, ça veut dire que concrètement, là, il faut qu'on leur apporte de l'or chez eux, d'accord, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de faire, enfin, ou de l'argent ou du métal précieux, d'accord. Donc l'État utilise l'or qu'il a dans ses caisses pour donner aux gens qui n'ont plus de revenus, parce qu'ils sont aux entreprises pour qu'elles puissent continuer à distribuer un revenu aux salariés. Et puis quand l'État a plus d'or dans ses caisses, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait faillite. Oui, mais il ne peut pas faire faillite, c'est l'État. Mais il ne paye plus les fonctionnaires. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est donc que l'État a filé du blé aux entreprises privées pour qu'elles puissent payer leurs salaires, et il ne peut plus payer les fonctionnaires. Et donc, de fait, ce qu'il voulait éviter, c'est-à-dire un effondrement de la demande, parce que les gens n'ont plus de revenus, ça se produit quand même.
Alors, il ne peut évidemment pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il récupère de l'or auprès des citoyens. Comment il récupère de l'or auprès des citoyens? Il emprunte. Mais il faut que les gens acceptent de prêter. Il faut qu'ils acceptent de prêter l'or qu'ils possèdent. Dès qu'on est dans une économie où la quantité de monnaie est fixe, il y a très vite un goulot d'étranglement qui est que la quantité de monnaie est fixe. Et donc, vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, c'est facile parce qu'en fait, on a besoin de payer du chômage partiel. L'État avance du pognon que en fait, la Banque centrale va filer aux banques pour que les banques achètent les titres de dette d'État. Donc, de fait, on fabrique de la monnaie à la demande. Mais si on ne fabrique pas de la monnaie à la demande, la crise déflationniste, vous l'avez tout de suite. Parce que on ne peut pas payer les salaires aux gens, donc les gens ne dépensent pas, donc les entreprises font faillite, et donc tout le monde est au chômage et il n'y a plus de pognon. Ouais. C'est brutal et instantané. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, en 3 mois, l'économie française était à genoux. Et puis toutes les économies des pays développés étaient à genoux. Donc on ne pouvait pas jouer la crise sanitaire, rester chez vous, faire le confinement, truc. Les gens étaient obligés d'aller bosser. Après, je ne dis pas que c'était bien ou pas bien ou je ne sais pas quoi, mais concrètement, ce n'est pas possible de faire ce qu'on a fait, d'avancer du pognon à tout le monde pendant 6 mois. Ou alors, il faut imaginer que les gens qui ont du pognon vont accepter de le prêter. Et là, l'histoire de demande de monnaie, les gens qui ont du pognon et qui vont accepter de le prêter, ils ne vont pas accepter de le prêter à 0%. Et donc, il va falloir payer des impôts à un moment ou à un autre. Et donc les riches, ils ne sont pas dingues. Ils ne vont pas prêter du pognon à l'État s'ils savent que Piketty va faire la politique fiscale après. Donc, de fait, dès que vous avez un trou d'air, dès que vous avez une baisse d'activité ou une perspective de crise économique, si vous n'avez pas de possibilité de créer de la monnaie, vous êtes dans les mains de ceux qui en ont. Et il faut faire une politique qu'ils acceptent pour avancer de la monnaie, pour que l'activité puisse continuer. Sinon, ils thésaurisent. Et quand ils thésaurisent, il n'y a plus de circulation monétaire, il n'y a plus d'activité. Et c'est pour ça que les économies d'ancien régime, ou les économies où il y a peu de possibilités de création monétaire, sont des économies où il y a des crises financières terrifiantes, enfin des crises économiques terrifiantes. Parce que dès que la confiance dès que les gens ont peur, ils thésaurisent, il n'y a plus de dépenses. Et quand il n'y a plus de dépenses, on ne peut plus payer personne. Et donc, on est tout de suite dans une spirale déflationniste. En fait, le truc de la révolution industrielle, c'est pas seulement d'avoir inventé des machines à vapeur, mais c'est d'avoir inventé une création monétaire plus facile pour pouvoir financer des projets d'investissement, distribuer des revenus que les gens dépensent et ainsi de suite. Non? Oui. Bon, ça a l'air des discussions de café du commerce, mais je trouve que dans tous les machins que j'ai lus sur le Bitcoin, et on va y revenir quand on va parler des substituts à la monnaie, dans tous les machins que j'ai lus sur le Bitcoin, les gens n'ont pas l'air de percuter que quand vous fixez la quantité de monnaie, en fait, vous mettez le fonctionnement de l'économie à la merci de ceux qui détiennent effectivement la monnaie. Parce que c'est eux qui décident de faire circuler ou pas la monnaie. Voilà. Et la raison pour laquelle les économies d'ancien régime vont pas bien, ce sont des économies qui ne croissent pas et qui ont des crises récurrentes. Les crises des économies d'ancien régime, c'est les crises où les gens gardent la monnaie, les crises où les gens thésaurisent. Voilà, donc, oui. C'est juste, on parlait des banques, je ne sais pas si c'est des banques de l'Ancien Régime, mais par exemple, aux États-Unis, ils ont créé leur première banque autour de l'année 1800. Oui. Et en fait, ils ont annulé la charter, c'est-à-dire qu'ils ont annulé la première banque fédérale. Ils l'ont annulée et pendant presque 100 ans, ils n'ont pas eu de banque fédérale. C'est autour de 1913, si je ne me trompe pas, qu'ils ont recréé la banque fédérale. Ouais, donc, comment est-ce qu'on explique la croissance des États-Unis alors qu'à ce moment, il n'y avait pas de banque fédérale? Alors attendez, le fait qu'il n'y ait pas de banque centrale, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de banque. D'accord. Donc, de fait, c'est en 1832, ils n'ont pas renouvelé le privilège d'émission de la Banque nationale. Hein, et donc, en 1832, quand ils ne renouvellent pas le privilège d'émission de la banque, s'ouvre une ère qu'on appelle l'ère de la banque libre, où toutes les banques peuvent émettre du papier. Et elles ne sont absolument pas supervisées. Donc, vous créez une société que vous considérez comme étant une banque, vous avez le droit d'émettre du papier-monnaie. Et donc, les États-Unis, ils sont dans le contraire de la situation de rareté des espèces, ils sont dans l'abondance absolue, parce qu'au moment où il y a le plus de banques qui émettent de la monnaie, je crois qu'il y a 6700 banques qui émettent des billets. Et sans aucune limite à leur capacité d'émission.
Alors, ça pose un problème qui est complètement différent, qui est que quand on vous propose un billet de banque, vous ne savez même pas si l'institution qui l'a émis existe. Vous ne savez pas non plus si elle existe encore, vous ne savez pas si elle a jamais, vous savez pas forcément si elle a jamais existé, mais même si elle existait encore hier, vous ne savez pas si elle existera encore quand vous accepterez le billet ou quand vous voudrez aller au guichet de cette banque pour demander que ce billet soit échangé contre de l'or. Donc, alors ça se termine en fait en 1863, c'est-à-dire pendant la guerre de sécession, le Nord décide justement d'arrêter avec la création monétaire n'importe quoi et se remet à fabriquer des billets. Et donc les billets ne sont pas émis par la banque. Il n'y a pas d'institut, il n'y a pas de banque centrale, mais il y a un institut d'émission qui émet de la monnaie de papier. Donc il y a quand même du papier-monnaie aux États-Unis. Au début, c'est ce qu'on appelle les greenbacks, qui sont donc utilisés, figurez-vous, pour financer la guerre, parce qu'il faut quand même payer les troupes et tout le bazar, et vous ne pouvez pas attendre qu'il y ait des gens qui veuillent bien apporter leur or pour payer les troupes. Et donc vous voyez bien que quand vous voulez faire une dépense importante, vous vous démerdez pour créer de la monnaie. Alors après, donc, en fait, la création de la réserve fédérale, ça obéit à un autre truc, c'est qu'on veut un prêteur en dernier ressort. Et donc, on veut encadrer les modalités de recours au prêteur en dernier ressort. Mais justement, la guerre de sécession, très vite, le Nord se rend compte qu'il va avoir besoin de créer de la monnaie. Et donc, il retire le privilège d'émission aux banques et il reprend le privilège d'émission pour pouvoir créer suffisamment de monnaie. Alors, oui, donc la Banque centrale, c'est en France, effectivement, c'est la Banque de France qui a le privilège le monopole de l'émission pendant tout le 19e siècle. Et donc, de fait, comment dire, on peut imaginer qu'on choisisse de n'avoir qu'un monopole d'émission. Alors, ça posera la question de savoir... Enfin, c'est la question qu'on va se poser avec les formes monétaires, on va en parler après. Le truc, c'est quand même que les Français ont une expérience historique de la création monétaire de papier qui est quand même pas très bonne. Hein, puisque tout le monde connaît la banqueroute de Law, d'accord, qui a proposé la création de papier-monnaie aux régents entre la mort de Louis XIV et puis le moment où Louis XV est devenu roi. Vous savez qu'il y a eu une expérience de création de papier-monnaie importante. Et tout le monde connaît l'expérience des assignats, où sous la Révolution française, on a émis du papier-monnaie. Et dans les deux cas, ça s'est très mal terminé. On oublie souvent de mentionner une première époque, qui est l'époque sous Louis XIV, où la monarchie a émis des billets d'État, qui se sont ensuite appelés des billets de monnaie. Et billets de monnaie qui ont aussi posé un problème, parce que c'était encore des billets, c'était pas des billets de banque, mais c'était des billets émis par l'État, enfin, reconnus par l'État. Et ça s'est aussi mal passé que les deux fois suivantes. Pourquoi ? Parce que on en avait vaguement parlé la dernière fois, mais dans les deux cas suivants, on a émis beaucoup trop de monnaie. Enfin, beaucoup trop. Concrètement, dans le cas du système de l'As, la monnaie était censée représenter les avoirs en or de la compagnie, et puis on en a émis beaucoup plus. Dans le cas des assignats, les assignats, donc les billets qu'on crée, étaient censés représenter les recettes futures de la vente des biens nationaux. Et puis on a émis 25 fois plus, ou je sais pas, 200 fois plus que ce qu'on comptait récupérer. Donc évidemment, quand on gère comme ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je vous disais, justement, la théorie nouvelle, enfin, par rapport à une théorie de la monnaie centralisée dans la banque, de la création monétaire centralisée dans la banque centrale, où on ne sait pas trop quelle est la règle d'émission, l'intérêt de faire passer la création aux banques de second rang, aux banques commerciales, c'est que du coup, ce qui limite la création de monnaie par les banques commerciales, c'est leur capacité à gagner de l'argent. C'est-à-dire que, normalement, les banques sont dirigées par des banquiers qui sont des gens qui savent faire du pognon. Ils vont créer de la monnaie, parce que plus ils créent de la monnaie, évidemment, plus ils gagnent d'argent en principe. Mais si on leur donne des règles prudentielles, on va faire qu'ils n'en créent pas trop pour ne pas prendre de risque de faillite. Bon, et puis, quand on regarde les choses en détail, en fait, ça ne marche pas très bien, parce qu'on voit qu'il y a quand même tout un tas de... Enfin, on a vu que la supervision, ça ne marche pas super bien. Et on voit en plus qu'on a beau faire balle 1, ça ne marche pas, on fait balle 2, on fait balle 2, ça ne marche pas, ça fait la crise financière, on fait balle 3, mais on se dit que le modèle économique des banques dans balle 3,
Donc, on n'a pas trouvé l'équation magique. Et en plus, on a toujours besoin de recréer de la monnaie quand la monnaie administrée par les banques n'est pas suffisante. Parce que les banques se disent, ce n'est pas le moment où je vais prêter. Donc, concrètement, on sait qu'injecter de la monnaie, c'est sortir des crises, mais on ne sait pas comment créer juste ce qu'il faudrait, quoi. Voilà. Alors, nous, on continue avec notre petite histoire. Donc, on s'était dit quelles sont les limites à la création de monnaie. Évidemment, une banque, si elle prête de l'argent à des emprunteurs qui vont faire défaut, elle va perdre de l'argent. Donc ça, la limite, c'est qu'elle ne va pas prêter à n'importe qui. Sauf que, comme on l'a vu, vous vous souvenez, les banques américaines, le problème, c'est que les banques américaines, elles peuvent prêter du pognon à des emprunteurs dans l'espoir de titriser et ensuite donc de refiler les crédits accordés à des emprunteurs qui ne seront pas solvables sur le marché. Donc la profitabilité, c'est même pas une limite. Alors on peut leur mettre des règles de solvabilité et liquidité, et pour l'instant, on n'a pas eu de banque européenne significative qui a fait faillite sous le régime de Bâle III. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que les banques européennes, elles sont sous perfusion de la Banque centrale européenne qui leur rachète plein d'actifs pour leur procurer des liquidités pour qu'à la fois elles satisfassent les critères de liquidité et qu'elles acceptent de prêter suffisamment à l'économie. Donc, en fait, actuellement, les banques commerciales en Europe, elles prêtent suffisamment, tout simplement parce qu'elles sont sous perfusion, et de fait, il n'y a pas vraiment de politique macroprudentielle. Enfin, genre, s'ils créent 60 milliards d'euros par... Si le régime où la BCE rachète 60 milliards d'euros de titres aux banques par mois, ça vous paraît être un régime de politique macroprudentielle. Voilà. Bon, alors après, le comportement des emprunteurs, le taux d'intérêt, ça peut faire que la création monétaire endogène est limitée, d'accord. Mais la limitation de la création monétaire, ça ne devrait pas être un problème en ce moment, ça ne devrait pas être le problème qu'on considère, mais on voit bien quand même qu'on ne domine pas trop le réglage fin de la création monétaire. Voilà. Je ne sais plus pourquoi j'avais mis ces transparents à cet endroit-là, mais je me disais quand même que ça valait le coup de regarder concrètement qu'est-ce qui se passe en termes de bilan quand on a de la création monétaire pour financer un achat. Donc on imagine qu'on part avec un modèle où on a quoi? On a un acheteur prévisionnel d'une maison qui a 50 de dépôts à la banque et 50 d'espèces. Et donc, on peut considérer, si on veut équilibrer son bilan, qu'il a 100 de passifs non monétaires. Et puis, le vendeur de la maison, lui, il a un actif, il a en plus à l'actif une maison qui vaut 1000. Ce qui se passe, c'est que donc et c'est comme ça qu'on va voir d'une certaine manière quel est l'effet de la création monétaire y compris sur le bilan bancaire. Mais donc, l'acheteur de la maison, il va voir la banque. Ça fait qu'il a 1000 de dépôt, enfin la banque lui prête 1000, donc il a 1000 au crédit de son compte, et il a à son passif un prêt de 1000. Et puis une fois qu'il a reçu le prêt de 1000, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait faire passer ces 1000 sur le compte du vendeur, en échange de quoi il va obtenir la maison. Et donc le vendeur se retrouve avec un actif de 1100, dont 1000 de dépôt à la banque, et l'acheteur, il se retrouve aussi avec un actif de 1100, mais tout simplement parce que son passif a augmenté d'autant. Bon. Du côté bancaire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans un premier temps, la banque de l'acheteur, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des dépôts. La banque de l'acheteur et la banque du vendeur ont des dépôts, d'accord? Et dans ces dépôts, ce qu'elles font avec ces dépôts, c'est qu'elles en mettent une partie à la banque centrale, et puis une partie, c'est des espèces qui sont prêtes à être... qui sont en caisse, d'accord? La banque de l'acheteur, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, quand elle accorde un prêt à l'acheteur, de fait, à l'actif, elle met le prêt qui va aller au passif de l'acheteur, et puis à son passif, comme elle crédite le compte de son client, elle se retrouve avec 1000 de dépôt au passif. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, l'acheteur va en fait transférer l'argent sur la banque du vendeur. Et donc quoi? Donc, alors si on a deux banques différentes,
Alors, si l'acheteur et le vendeur sont à la même banque, c'est un jeu d'écriture et en fait, le compte de l'acheteur, le crédit du compte de l'acheteur va passer comme crédit du compte du vendeur. D'accord ? Si on a deux banques qui sont distinctes, en fait, la banque de l'acheteur va se retrouver avec un actif où il y a le prêt de 1000, et puis au passif, qu'est-ce qu'elle va avoir ? Il va avoir qu'il va falloir qu'elle finance les 1000 qu'elle a payés à la banque du vendeur. D'accord ? Et donc, comment est-ce qu'elle va financer ? Soit elle va se réendetter elle-même, soit elle va vendre des actifs, d'accord, pour pouvoir faire le paiement. Bon, bref, mais donc quand on isole le bilan de la banque de l'acheteur, il y a un truc qu'on ne sait pas présenter au passif, d'accord, puisque il faut bien qu'elle augmente son passif avec des dettes supplémentaires, ou bien alors qu'elle fasse diminuer son actif si elle veut garder le même passif. Et donc, quand on fait alors, du côté de la banque de l'acheteur, du côté de la banque du vendeur, pardon, la banque du vendeur, effectivement, elle se retrouve avec 1000 de dépôts en plus. Et donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle fait de ces 1000 de dépôts ? Elle fait ce qu'elle veut, mais peu importe. Alors, si on consolide le bilan des deux banques, on est effectivement dans le cas où on a créé 1000 de monnaie. Ces 1000 de monnaie, c'est des prêts, enfin un prêt à l'actif d'une des banques et des dépôts au passif d'une des banques. D'accord ? Et donc concrètement, la contrepartie de la création, on a bien la création monétaire qui est lisible dans le bilan du système bancaire dans son ensemble. Voilà. En revanche, si on regarde le bilan de chacune des banques, évidemment, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il va y avoir des mouvements croisés, on peut faire des scénarios alternatifs. Bon, alors, si toutes les banques décident d'accorder plus de crédit, autant quand une banque accorde du crédit, on voit bien que ce qui va limiter la création monétaire de la banque, d'accord, de la banque qui accorde du crédit, c'est justement qu'il va falloir qu'au passif, elle mette quelque chose en face du prêt qu'elle a accordé. Surtout une fois que le prêt qu'elle a accordé, ça a occasionné une dépense. Et donc, ce qui va justement limiter la création monétaire de cette banque-là, c'est que ce passif, il faut qu'elle se le procure. Donc, si elle emprunte, il va falloir qu'elle trouve quelqu'un qui va lui prêter et qu'elle paye les intérêts correspondants. Et si elle ne trouve pas à emprunter, il ne faut pas qu'elle continue à créer de la monnaie. Donc, on voit bien qu'il y a un truc qui va limiter la création monétaire quand on considère une banque en particulier. C'est les contraintes de gestion de cette banque-là. En revanche, si on considère le système bancaire dans son ensemble, donc si on agrège, comme en fait, à l'actif du système bancaire dans son ensemble, on a un prêt et au passif, on a les dépôts qui correspondent en fait aux dépôts que le vendeur a constitués avec l'argent qu'il a reçu. Même si le vendeur il dépense son argent dans le système bancaire, ça va encore constituer des dépôts quelque part. Donc de fait, autant quand on considère une banque en particulier, on voit bien qu'il y a une limite à la création monétaire, autant quand on considère le système bancaire dans son ensemble, on ne voit pas très bien ce qui va arrêter la création monétaire. Sauf s'il y a un truc de fuite. Évidemment, s'il y a un gars qui reçoit les 1000 et qui va partir en Suisse avec, ça va poser au système bancaire dans son ensemble le problème qui était posé au système bancaire, enfin à la banque toute seule. D'accord ? Mais dans un système qui n'est pas ouvert, et dans un système où il n'y a pas de doute, où il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de défiance dans la monnaie, où il n'y a pas de perte de confiance dans la monnaie reste dans l'économie, et on ne voit pas bien quel mécanisme endogène va limiter la création monétaire par le système bancaire. Et donc, du coup, il y a deux scénarios qui sont alternatifs. Le scénario du boom, où la création monétaire est sans limite, et puis le scénario du crédit crunch. Et alors, du coup, ça nous réintroduit la Banque centrale comme étant celle qui va piloter dans une économie où c'est la Banque centrale qui mène la politique monétaire. Ça peut être aussi, la Banque centrale elle peut se contenter de mettre en œuvre la politique du Trésor, ou bien on peut même imaginer une économie où il n'y a pas de banque centrale, puisqu'on a vu l'économie américaine avant 1913, il y avait juste un institut d'émission. Mais bon, concrètement, aujourd'hui, c'est plutôt des banques centrales, et c'est donc la Banque centrale qui va décider de la trajectoire, qui va essayer de maîtriser le truc pour qu'on ne soit pas entre crédit boom et crédit crunch, mais qu'on ait une trajectoire qui correspond à la trajectoire qu'on veut imprimer au PIB. D'accord. Donc ça, on voit concrètement que dans le système qui est le nôtre, enfin, c'est bien, ce qu'il y a d'intéressant dans la crise qu'on traverse,
c'est qu'on voit bien la raison pour laquelle la Banque centrale a créé de la monnaie. Du moins, si vous ne l'aviez pas vu, je vous dis, essayez d'imaginer qu'il n'y a plus de billets, mais il y a de l'or. Et vous voyez très vite qu'il y a une contrainte, qui est qu'il y a des gens qui ont de l'or. Et si ces gens qui ont de l'or ne prêtent pas leur or, il n'y a plus de dépenses dans l'économie, et donc il y a un problème considérable. Et même l'État ne peut pas payer les fonctionnaires, et ça, c'est pas bon. Je ne dis pas ça parce que moi, je suis fonctionnaire. Je dis ça simplement parce que si l'État ne paye plus les fonctionnaires ne dépensent plus. Et si les fonctionnaires ne dépensent plus, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Enfin, dans une économie où il y a 6 millions de fonctionnaires. Donc, on voit bien cette année pourquoi c'est la Banque centrale qui, concrètement, qui régule le niveau de création monétaire. Voilà. En revanche, ce qu'on ne voit pas, c'est quelles sont les alternatives ou quelles sont les marges d'innovation monétaire. Ce qu'on ne voit pas, si en fait on le voit, et c'est maintenant de ça qu'on va parler. Parce qu'on vit quand même une époque formidable, dans la mesure où dans les 4-5 dernières années, il s'est passé plein de trucs. Les Suisses ont fait un référendum sur la monnaie, la 100% monnaie, la monnaie pleine, la monnaie pas fractionnaire, d'accord. Vous voyez de quoi on parle, c'est-à-dire l'idée que toute la monnaie qui est émise doit être assise sur de la monnaie centrale. On peut imaginer un système bancaire dans lequel, je ne sais plus comment ils appelaient ça, les Suisses allemands, ils appelaient ça Vollgeld, mais les Suisses français, je ne sais plus comment ils appelaient ça monnaie pleine, je crois. Donc l'idée de la monnaie pleine, c'est que les banques ne peuvent pas créer de la monnaie si elles n'ont pas au préalable de la monnaie centrale. Et donc on se retrouve dans le système avec l'or, sauf que l'or, on ne peut pas le créer, alors que la monnaie centrale, la banque centrale peut la créer. Bon, donc les Suisses ont eu un référendum là-dessus, je ne sais plus quand, ils ont voté 60-40. Mais on a le peer-to-peer lending qui s'est vachement développé depuis en gros depuis 2010. On a eu une profusion de jetons qui, à la suite de Bitcoin, sont apparus. Et puis, il y a eu même une époque d'intense création de jetons avec l'époque des Initial Coin Offerings. Et puis, la monnaie électronique, qui était un machin un peu pépère, a pris un coup de fouet avec Libra. Et avec Libra, enfin, ça reste un projet, mais s'il fallait le dire, avec Alipay et WeChat Pay, d'accord, qui sont quand même des énormes fournisseurs de monnaie électronique. Et puis, on parle de Central Bank Digital Currency, donc en français, on va dire monnaie numérique de banque centrale. Donc on a plein d'innovations monétaires possibles ou en cours, et dont on peut quand même se demander comment ça s'organise par rapport à la monnaie bancaire, vis-à-vis de la monnaie bancaire. Donc en gros, c'est quoi l'avenir de l'argent? C'est quoi l'avenir de la monnaie? Si vous voulez travailler dans le secteur financier, c'est une question qui se pose. Alors, avant de revenir à Scube, on va présenter la taxonomie de Adrian et Mancini Grifoli, et qui essaye de présenter tous les substituts à la monnaie à partir de 4 distinctions. La première distinction, c'est une distinction de type d'actifs pseudo-monétaires. Donc, il y a des actifs qui sont des choses, d'accord, il y a des actifs qui sont des droits. Alors, les actifs qui sont des choses, c'est soit, ce qui est le plus évidemment une chose, c'est les jetons. Donc, j'appelle jetons les tokens ou les cryptocurrencies. Pourquoi j'appelle ça jetons? Parce qu'il faut bien leur donner un nom, y compris en français. Et il se trouve que c'est le nom qu'a adopté la commission d'enrichissement de la langue française à ma demande. Donc je vais m'en servir parce que je ne suis pas un faux jeton. Non, mais en fait, l'idée de jeton, c'était qu'il fallait traduire token, d'accord? Puisque quand il y a eu des initial coin offerings, on offrait des tokens. Il n'y a pas de... En anglais, le terme à l'origine, c'était digital coin, mais il n'y a pas de... En français, coin, c'est pièce de monnaie. Et pièce de monnaie... dire une pièce de monnaie numérique, je trouve ça nul. Enfin, alors que jeton, bon, pour token, c'était plus clair. Donc, c'est des choses virtuelles, mais c'est quand même des choses. C'est-à-dire que si on prend le Bitcoin, c'est pas. Les gens disent on peut utiliser le Bitcoin comme une monnaie, ça a les propriétés de la monnaie, mais c'est un Bitcoin. Bon, et le Bitcoin, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. En fait, pas grand-chose, mais au moins, c'est vendu comme étant un Bitcoin, c'est-à-dire comme étant une chose qui a une existence. Au moins, c'est des octets sur une blockchain. Voilà. Bon, mais vous avez une autre chose objective, ce sont les unités de compte de la Banque centrale. Pourquoi c'est des choses objectives? Alors, qu'est-ce que j'entends par chose?
J'entends par chose simplement que le nombre de ces choses est limité. C'est des choses qui ne sont pas forcément des choses physiques, mais c'est des choses dans le sens où vous ne pouvez pas les produire vous-même. D'accord ? Vous ne pouvez pas fabriquer des... Quand vous minez, vous fabriquez des bitcoins. D'accord ? Mais en fait, ces bitcoins, si ce n'est pas vous qui les minez, de toute façon, il y aura quelqu'un à qui le protocole les attribuera. Donc, de fait, c'est le protocole qui décide combien il y en a. Et c'est le protocole qui décide du nombre de ces choses. Donc, ces choses, ce que j'entends par chose, c'est des trucs qui sont en nombre limité. Alors que si on prend la deuxième définition de la monnaie, qui est la définition monnaie comme droit, là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un nombre de choses, il n'y a pas une offre de monnaie inflexible. D'accord ? Et donc, l'offre de monnaie, elle est créée la monnaie est créée de manière endogène, que ce soit par tout ce qu'on va voir là. Alors, ensuite, une fois qu'on a défini, qu'on a séparé entre la monnaie en quantité limitée, donc non reproductible, et puis la monnaie droit sur l'économie, il va y avoir en fait la question de savoir quelle est la valeur de l'unité. D'accord ? Et donc, clairement, dans les choses, les unités de monnaie de la Banque centrale, c'est elles qui vont déterminer une parité. Typiquement, les choses que sont les jetons, ils ne sont pas à parité avec cette monnaie Banque centrale, sauf certains jetons qui sont émis comme tels, donc qui manquent ici, mais c'est les stable coins, d'accord, donc les jetons indexés. Vous en connaissez des stable coins ? Personne connaît Tether ? Non. Tether, c'est un machin genre Bitcoin, donc c'est un truc géré par une blockchain, etc., mais qui est à parité avec le dollar. D'où d'ailleurs le terme Tether, d'accord. Il est tethered, donc il est attaché au dollar. Bon, donc, mais ce n'est pas le cas de tous les jetons. Et dans la monnaie conçue comme droit, à peu près toutes les monnaies conçues comme droit, elles ont des valeurs qui sont... j'aurais peut-être dû commencer par en bas. Ouais, j'aurais peut-être dû commencer par en bas, ce serait peut-être plus clair si j'attaque comme ça. Bon, la monnaie banque centrale, tout le monde sait ce que c'est, d'accord ? Ce que vous voyez, c'est qu'il y en a une qui repose sur une technologie physique complètement décentralisée, c'est le cash. Pourquoi c'est complètement décentralisé ? C'est parce que quand vous avez du cash, vous n'avez pas besoin de passer par un opérateur de paiement. Vous allez chez n'importe qui, les espèces produites par la banque centrale, elles ont cours forcé. Elles ont tellement cours forcé que quelqu'un qui vous refuse un paiement en monnaie banque centrale, c'est un délit. Sauf dans un cas, c'est si le paiement, c'est plus, je ne sais plus combien, c'est combien le seuil de paiement par instrument de paiement non monétaire. C'est combien? C'est 1 000 € ou 1 500 €, je ne sais plus. Enfin bon, il y a un seuil. C'est 1 000 €. C'est 1 000 €. Il y a un seuil défini par décret, mais en dessous, on ne peut pas vous refuser un paiement en monnaie. Bon, on pourrait imaginer de rendre virtuelle la monnaie de banque centrale, mais ça pose un problème considérable, qui est que justement, si on veut donner cette propriété de cours forcé à une monnaie numérique, il faut que tous les acteurs, toutes les personnes d'une économie possèdent un compte à la banque centrale pour que vous puissiez le créditer. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que concrètement, que les petites mémés qui n'ont pas de téléphone portable et qui ne vont jamais au distributeur de billets, leur créer un compte pour la monnaie numérique de la Banque centrale, c'est pas encore. Enfin, on ne sait pas très bien comment on va faire, quoi. Mais c'est possible. Conceptuellement, c'est possible. Mais il y a cet obstacle pour que ce soit vraiment une monnaie de banque centrale. Il faut de fait qu'elle ait cours forcé. Et pour qu'elle ait cours forcé, il faut que tout le monde ait un compte. Bon, donc il y a un obstacle technique. Puis un deuxième obstacle, c'est que. Mais ça, c'est pas un obstacle technique, c'est plutôt en termes de c'est quoi le modèle économique des banques aujourd'hui, c'est quoi le modèle économique des banques si tout le monde a un compte à la banque centrale. Bon, donc je ferme la parenthèse, mais je dis ça peut exister, il y a de la littérature là-dessus, il y a des banques centrales qui s'y sont préparées, etc. Bon. Donc ça, on voit ce que c'est que la monnaie centrale. Et on voit ce que c'est que les bitcoins ragnagna et les bitcoins, la différence avec la banque centrale, la différence entre les jetons et la monnaie centrale, c'est différent à tous les niveaux, d'accord ? C'est-à-dire que c'est différent parce que un bitcoin, ça ne vaut pas 1 €,
C'est différent parce que il n'y a évidemment aucune garantie de ce truc-là. C'est différent parce que c'est complètement décentralisé, c'est un protocole. Et puis voilà. Bon, mais si on prend maintenant les substituts à la monnaie, ce qui est habituellement pour nous de la monnaie, ce que Adrian appelle la bimonnaie, c'est de la banque-monnaie. Et la banque-monnaie, alors que ce soit la banque-monnaie, la monnaie bancaire que vous activez avec votre carte de débit, la monnaie bancaire que vous activez par chèque, si ça existe encore, ou la monnaie bancaire que vous faites virer par transfert bancaire ou par paiement instantané, c'est de la monnaie bancaire. C'est-à-dire que concrètement, elle est centralisée par l'établissement bancaire. Vous ne pouvez pas payer de la monnaie bancaire sans passer par votre banque. Elle dispose d'une garantie d'État, qui est qu'il y a une garantie des dépôts. Et puis, elle a une parité fixe avec la monnaie banque centrale, ce qui est une bonne idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, un marché de la monnaie bancaire qui serait réglé et soldé en banque centrale. D'accord ? Donc ça, c'est la monnaie bancaire. Il n'y a pas de monnaie bancaire décentralisée, c'est-à-dire que les banques ne vous offrent pas des instruments décentralisés qui vous permettraient de payer. Qui vous permettraient de payer sans passer par la banque. De fait, si vous payez, vous êtes obligé de passer d'une manière ou d'une autre par la banque. Même quand vous utilisez Lydia ou je ne sais pas quoi, quand vous utilisez un prestataire de services de paiement indépendant de la banque, en fait, il utilise le système de paiement de la banque. C'est-à-dire quand vous installez Lydia, vous rentrez votre numéro de carte de crédit. Donc, de fait, vous allez payer via la banque. D'accord ? Mais ça, ce n'est pas décentralisé, c'est juste un prestataire en plus. Bon. En revanche, on a des prestataires qui vont offrir de la monnaie qui a quasiment la même forme, sauf qu'elle n'a pas de backstop, elle n'a pas de garantie d'État. Donc typiquement, c'est quoi ? C'est si vous prenez Alipay, vous pouvez payer chez n'importe qui avec Alipay, mais, enfin en Chine en tout cas, mais, et vous avez un compte chez Alipay comme vous avez un compte dans votre banque, et donc ça se comporte exactement comme un compte en banque, sauf que de fait, Alipay, il ne crée pas de monnaie, et d'une part, alors ça va dépendre de la régulation, on va voir, mais surtout Alipay, il n'a pas de garantie des dépôts, c'est-à-dire que si Alibaba fait faillite, les gens qui ont des comptes ouverts chez Alipay, ils ne vont pas toucher 100 000 $ par compte ouvert chez Alipay. Alors, ces histoires de e-monnaie, qu'on va appeler de la monnaie électronique en France, en fait, c'est quand même très lié, enfin, le fonctionnement de ces monnaies électroniques sont très liés à la réglementation des États. D'accord ? C'est-à-dire que concrètement, en France, ça marche comment la monnaie électronique ? Pour être opérateur de monnaie électronique, il faut se déclarer à la CPR. Il faut être agréé par la CPR pour faire ça. Si vous ne faites pas bien, la CPR vous retire votre agrément. Mais concrètement, les cartes prépayées de la FNAC, c'est de la monnaie électronique. Je ne sais pas si ça existe encore, mais pendant un temps, il y en avait aux caisses, enfin, quand il y avait encore des caisses, quand il y avait des magasins qui étaient ouverts, vous vous souvenez, c'était il y a longtemps. Et donc, c'est de la monnaie électronique, c'est-à-dire que quand vous achetez une carte de paiement, c'est comme si vous créditiez un compte, et puis ensuite, vous pouvez dépenser cette monnaie, mais qui n'est pas de la monnaie bancaire. Parce que, qu'est-ce que c'est j'ai dit, avec Alipay, il n'y a pas d'autre différence, sauf il n'y a pas de public backstop, donc il n'y a pas de garantie des dépôts. Mais dans le cas de la carte de paiement de la FNAC ou de je ne sais pas qui, ou de Sephora ou de qui voudrait, qu'est-ce qu'il y a comme différence en plus ? Indépendamment de l'absence de garantie, il y a une différence supplémentaire par rapport à la monnaie bancaire. C'est limité ? C'est limité. Dans le temps ? Alors, oui, ça c'est l'arnaque en plus. Mais c'est limité aussi dans l'espace, si je puis dire, non ? Oui. Ouais, parce que si vous allez chez mon boulanger à La Rochefoucauld avec votre carte Sephora ou Carrefour ou je ne sais pas quoi, ça ne marchera pas. Donc en fait, le prestataire de monnaie électronique, il a un réseau de commerçants qui acceptent sa monnaie électronique. Mais il n'y a pas de cours forcé, comme pour la monnaie banque centrale, et il n'y a pas de cours quasi forcé. Alors la monnaie bancaire, le cours forcé, c'est un peu compliqué, mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que la monnaie bancaire a cours forcé ?
Parce qu'on ne peut pas payer en monnaie centrale, non? Bah si, vous pouvez payer avec des billets de 100 euros. C'est quand même de la monnaie centrale. Mais en revanche, vous ne pouvez pas forcer un commerçant à accepter votre carte bancaire. Vous ne pouvez pas le forcer non plus à accepter un chèque. Enfin, s'il y a un chèque que vous pouvez qu'il est obligé d'accepter, mais il n'est pas de vous. Il y a votre nom dessus, mais il n'est pas de vous. Non, un chèque de banque, ça ne vous dit rien? Vous pouvez demander à votre banque de faire un chèque de banque certifié. Donc, elle vous fait ça sur un grand papier. Et de fait, par exemple, quand vous achetez un appartement, il y a un moment où il faut payer quand vous achetez l'appartement. Et vous imaginez bien que je ne sais pas si vous avez déjà payé un appart, mais vous ne payez pas par carte bleue. Parce que sinon, votre plafond de dépenses mensuelles, vous ne payez pas non plus avec un chèque de votre chéquier, ça ne marche pas non plus. Parce que le notaire il va vous dire, oui, vous êtes gentil, mais je ne vais pas vous rédiger un acte par lequel vous êtes propriétaire du truc en échange d'un morceau de papier, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Le commerçant du coin n'accepte pas pour 15 euros, donc moi, je ne vais pas l'accepter pour 2 millions. Donc concrètement, vous demandez à la banque de vous faire un chèque où c'est la banque qui garantit que le chèque sera payé. Et elle vous facture ça, je ne sais pas combien, 10 euros. Donc ça a cours forcé. Si vous allez chez un commerçant avec ça, il est obligé de prendre. Et c'est de la monnaie bancaire. Ce n'est pas la monnaie centrale. Donc de fait, la monnaie bancaire, sous certaines réserves, elle a cours forcé. Alors que la carte de paiement de la FNAC, cours forcé, j'aime beaucoup la FNAC, mais quand même pas, non. Donc de fait, on voit que la particularité de la monnaie électronique, c'est qu'elle est opérée par un opérateur qui négocie les conditions du rachat de cette monnaie électronique dans un réseau de partenaires. Mais la validité de cette monnaie électronique, c'est juste le réseau de partenaires. Ce n'est pas une entité géographique, non, ce n'est pas une entité politique, quoi. C'est un réseau de partenaires. Bon, et en fait, parce qu'il y a cet agrément de la CPR, on n'a pas tout un tas de machins que moi je ne connais pas, en fait. Mes trucs genre Paxos, vous voyez ce que c'est? Ces trucs-là? C'est visiblement des prestataires de monnaie électronique en dollars, mais je ne sais pas bien comment ça fonctionne. Pour que ce soit je pense que décentralisé, ça veut dire que le système de paiement est décentralisé, c'est-à-dire qu'en gros, c'est du paiement de pair à pair en dollars, sans passer comme Lydia et compagnie par le réseau de paiement bancaire. Donc, concrètement, cela dit, ça pourrait être le cas de Revolut. Non, parce que Revolut, pardon, c'est pas du pair à pair. Revolut, c'est du centralisé. Puis Revolut, c'est du centralisé. Et alors, là où c'est tordu, c'est que vous savez que Revolut, maintenant, ils ont une licence bancaire. Mais ils continuent d'être un prestataire de monnaie électronique parce que concrètement, quand vous créditez votre compte, même si Revolut a une licence bancaire qui leur permet de faire des opérations de banque, quand vous créditez votre compte chez Revolut, il n'est pas couvert par la garantie des dépôts. Donc il fonctionne comme un prestataire de monnaie électronique. Bon, et alors en fait, dans cette catégorie de prestataires de monnaie alternative, en fait, si vous regardez en droit français, il y a plein de monde. Parce que vous connaissez, la monnaie électronique, ça, tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais vous ne connaissez pas d'autres types de monnaies qui sont comparables à la monnaie électronique parce qu'il faut un agrément de la CPR. C'est à parité avec la monnaie centrale ou avec la monnaie bancaire, mais ça a une validité limitée, non pas dans le temps, mais en termes de périmètre. Non, ça ne vous dit rien? Les monnaies locales complémentaires, ça ne vous dit rien? Rien. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Il n'y a pas à peu près ce principe à Saint-Denis, je pense qu'on peut payer avec une monnaie. J'en avais entendu parler. Il y en a plein en France, en fait, parce que depuis 2014, en 2014, quand Benoît Hamon était ministre de je ne sais plus quoi, de l'économie sociale et solidaire, de la paix, de l'amour et des fleurs, il avait fait voter une loi dans laquelle il y avait la possibilité de créer des monnaies locales complémentaires. Alors évidemment, ce n'est pas dans le truc du Fonds monétaire international. Mais alors, il y en a peut-être à Antony, parce que en fait, tout le monde y peut en créer. Il suffit de créer une association et de déclarer à la CPR. Et vous avez le droit de faire votre monnaie locale complémentaire qui est à parité avec l'euro. Et vous avez un réseau de commerçants qui acceptent votre monnaie. Et alors, l'idée, c'était une idée de développement local qui consistait à dire,
Enfin, c'est un truc qui consiste à dire le commerce international, c'est pas bien parce que ça fait des transports et les transports, c'est pas bon pour la couche d'ozone. Donc, il faut dépenser, il faut des circuits courts. Et pour avoir des circuits courts, il faut en fait que la monnaie ait seulement une validité locale. Donc, c'était comme ça qu'on avait défendu la monnaie locale complémentaire. Mais alors, aussi bien pour la monnaie locale complémentaire que pour la monnaie électronique, question, c'est quoi le modèle économique? Pourquoi la FNAC vous vend des bouts de plastoc avec 100 € dessus? Comment est-ce que la FNAC gagne du blé avec ça? Ou quel est l'intérêt d'Alibaba à avoir mis en place un service comme Alipay? Pour avoir uniquement des achats dans le magasin. Et non, justement, parce que avec Alipay, en Chine, vous pouvez payer n'importe quoi, à part vos impôts, je pense, mais vous pouvez acheter chez tout le monde, y compris en dehors de chez Alibaba. Les cartes de la FNAC, vous ne payez pas que à la FNAC, vous payez dans des enseignes partenaires qui doivent être, je ne sais pas quoi, Éveillé Jeux, Nature et Découverte, enfin, qui ne sont pas strictement le groupe FNAC. Éviter les coûts d'intermédiation peut-être des banques. Et alors, c'est quoi les coûts d'intermédiation, en particulier pour un établissement qui vend et en physique et sur Internet? Ça vit comment le groupement carte bancaire? Concrètement, vous payez 60, je ne sais pas combien vous payez par an pour votre carte bancaire, mais il n'y a pas que vous qui payez pour votre carte bancaire, d'accord? Il y a aussi que le commerçant qui facture, enfin qui reçoit un paiement, qui se fait payer par carte bancaire, lui, il paye une commission auprès de Visa, enfin de l'opérateur. Et alors en France, on ne fait pas comme ça, mais si vous allez aux États-Unis, par exemple, les commerçants, ils vous proposent une ristourne si vous payez en cash, parce que ça leur économise les frais de l'intermédiaire. Et les frais de l'intermédiaire, la commission de Visa, ça dépend du montant des paiements et ça dépend de la négo que vous avez faite avec eux. Mais c'est rarement moins d'1,5%. Alors, 1,5%, c'est pas grand-chose, d'accord, mais 1,5% sur 100 €, ça fait déjà 50 centimes. Et 1,5% sur le chiffre d'affaires de la FNAC, ça commence à faire pas mal, non? Donc le modèle de la monnaie électronique, c'est récupérer, vous l'avez dit, la marge d'intermédiation et en particulier la marge de l'opérateur de carte de crédit. Et donc là, on voit quand même qu'on est en train de se dire qu'il y a un vrai sujet dans l'histoire de la monnaie. C'est ça, c'est le coût de l'opération du système de paiement. Et puis il y a quand même un deuxième avantage pour Alibaba à ce que vous ayez un compte chez Alipay, même si vous dépensez chez les autres. C'est qu'ils savent ce que vous dépensez. Et donc, comme d'hab, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, quoi. C'est-à-dire que ça ne marche pas très bien avec une carte de paiement de 100 €, mais si vous avez un compte chez eux, manifestement, Revolut, ils arrivent à se financer, alors que tout ce qu'ils ont ils font pratiquement pas de marge sur les paiements que vous faites. Ils font essentiellement leur marge sur l'information qu'ils collectent sur vous et qui sont en mesure de revendre à des tiers. Donc Alipay, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous proposer des offres et des trucs comme ça. Ils vont avoir plein de données sur vous pour ajuster les offres qu'ils vont vous proposer. Bon. Mais alors, le transparent des petits camarades du FMI est brillant, mais il est très brillant. Alors moi, j'avais essayé de faire un transparent il y a 2 ou 3 ans, justement quand j'étais arrivé à la commission d'enrichissement de la langue française pour essayer d'expliquer ce que c'était que les différentes formes de monnaie. Donc c'est moins brillant parce que les dichotomies ne sont pas aussi bien foutues que chez Adrian et Mancini Grifoli, mais au moins on parle des trucs en français. Donc vous avez les titres français. Et donc, autant la monnaie électronique, bon, on voit le modèle économique, ça consiste à récupérer la marge d'intermédiation et éventuellement des infos sur le client. Alors les monnaies locales complémentaires, il n'y a pas de marge d'intermédiation parce que en général, c'est du paiement physique. Donc, il y a le coût de gestion de la monnaie physique. Il y a le coût de gestion du réseau de partenaires, parce que les partenaires, ils sont contents de recevoir
Donc, à Antony, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais à Montreuil, par exemple, ils ont une monnaie qui s'appelle la pêche. À Toulouse, ils ont le sol violette. À Bayonne, ils ont l'Eushko. Donc, le commerçant qui reçoit un truc comme ça, il peut le dépenser que chez les gens chez les commerçants du réseau. Et puis, il ne peut pas payer ses impôts avec. Donc, ça l'arrange quand même moyennement, parce que s'il a un fournisseur qui n'est pas dans la région, il ne peut pas faire. Donc, tous les commerçants n'ont pas forcément envie de récupérer ça. Donc, alors le truc avec les monnaies locales complémentaires, comme vous savez, j'enseigne aussi dans une école de journalisme qui a un partenariat avec Paris 1. Et tous les ans, il y a des étudiants en journalisme qui veulent faire des études là-dessus. Et tous les ans, je leur dis, bon, il y a une question à se poser, c'est quoi le budget de fonctionnement de la monnaie locale complémentaire? Parce que comme il n'y a pas de modèle économique, j'aimerais bien savoir combien ça coûte. Et jamais de réponse. Ça, c'est la transparence à la française. Donc, on ne sait pas ce que ça coûte. Donc, clairement, il n'y a pas de modèle économique. Ça, c'est OK. Mais, donc, de fait, il y a des nouvelles formes de monnaie qui se développent et il y a des nouveaux acteurs. Et ce qu'on voit, c'est quand même que dans les nouveaux acteurs, il y en a qui ont des modèles économiques. Il y en a qui ont des modèles économiques parce qu'Alipay, il ne ferait pas son truc si ça ne lui rapportait pas du pognon. Et puis, il y a des acteurs de monnaie électronique qui sont des purs acteurs de monnaie électronique. Vous voyez ce que c'est M-Pesa? M-Pesa, c'est de la monnaie mobile au Kenya. Alors, pourquoi de la monnaie mobile au Kenya? Parce qu'au Kenya, les gens ne sont pas très bancarisés. De toute façon, le réseau d'agences bancaires, il est quasi nul. Et puis, concrètement, vous êtes un paysan kényan, vous faites des trucs que vous allez vendre au marché. Il faut que vous vous partez avec pas grand-chose comme monnaie, comme espèce au marché, parce que vous n'avez pas d'argent chez vous. Vous arrivez au marché, on vous paye en liquide, mais les gens n'ont pas la monnaie, il faut faire la monnaie, c'est compliqué. Une fois qu'ils ont fait la monnaie, vous vous retrouvez avec du pognon, vous risquez de vous faire tirer votre pognon. Bon, donc c'est pas du tout pratique. Vous n'avez pas de banque où vous pouvez mettre votre argent. Donc en fait, au Kenya, c'est développer de la monnaie par mobile. Donc concrètement, vous allez chez un opérateur, vous créditez un compte en donnant de l'argent liquide. Et puis, alors cet opérateur, c'est qui? C'est comme pour le compte nickel, quoi. C'est peut-être pas un bureau de tabac au Kenya, mais c'est un autre commerçant qui est un opérateur M-Pesa. Et ensuite, vous pouvez faire des virements directement depuis votre compte M-Pesa sur le compte M-Pesa de quelqu'un avec un mobile. Et ça coûte, je ne sais pas, que dalle, quoi. Et donc, eux, pour le coup, ils font que ça, M-Pesa, et ils font, je ne sais pas quel pourcentage des transactions au Kenya, mais c'est vachement élevé, en fait. Alors, ils ne font pas les grosses transactions, mais les transactions de moins de... Enfin, toutes les transactions liées à l'économie entre les gens, toutes les transactions d'économie informelle, c'est fait par M-Pesa. Bon, donc, de fait, il y a des vrais opérateurs de paiement qui ont commencé de vrais opérateurs de monnaie électronique, pardon, parce que là, c'est pas seulement du paiement, c'est de la monnaie électronique qui ont commencé qui concurrencent pas seulement le système bancaire, mais qui se développent là où le système bancaire n'est pas là. Parce que ça a des avantages en termes d'économie, de cash et d'ennui. Bon, donc, de fait, on commence à avoir des substituts de la monnaie pour lesquels il y a des modèles économiques viables, puis il y a des substituts de monnaie pour lesquels il y a des modèles économiques pas viables. Puis tiens, je vais quand même vous raconter ça parce que c'est rigolo, parce que c'est pas du tout banque-finance, mais depuis les années 50, il y a des mecs qui ont développé, ça a commencé par l'Angleterre, des systèmes d'échange locaux. Dans ces systèmes d'échange local, alors le truc du système d'échange local, c'est nous sommes contre le capitalisme, mais nous sommes aussi contre la monnaie. Parce que, en fait, le capitalisme, c'est à partir du moment où vous avez de la monnaie, vous allez inéluctablement vers le capitalisme. Donc, comment est-ce que vous supprimez la monnaie dans une économie et quand vous ne voulez pas avoir de troc, en fait, il faut en gros que entre les membres de ce système d'échange local, on ait une comptabilité de ce que chacun y met. Et donc, concrètement, les systèmes d'échange locaux, c'est des banques de temps, où chacun note, où en gros, vous vous donnez des crédits les uns aux autres en fonction du temps que vous consacrez les uns aux autres. Donc, par exemple, si on était dans un système d'échange locaux, je vous donnerais 2 heures de cours de banque, j'inscrirais 2 heures de mon travail dans la banque du système d'échange local, et j'aurais 2 heures de travail à dépenser. Et par exemple, une baguette chez le boulanger du coin, ce serait le temps que le boulanger a mis à faire la baguette. Alors évidemment, il ne fait pas une baguette à la fois, il en fait 50. Ça lui prend 2 heures, et donc
Donc 2 heures, ça fait 120 minutes, ça fait 2,4 minutes la baguette. Donc déjà, avec mon cours de banque, je peux me payer 50 baguettes. Et donc, alors, c'est un côté complètement délire, parce qu'il y a vraiment des communautés britanniques où les mecs essayent de vivre, où les membres essayent de tout mettre dans le système d'échange local. Et c'est intéressant parce que c'est intéressant. Là, le projet qui est quand même assez radical, c'est ne plus avoir de signe monétaire. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas thésauriser parce qu'en fait, tout le travail que vous donnez à la société, il est donné aux membres. Et vous pouvez le récupérer qu'auprès des membres. Bon, là où je vous parle de ça, c'est parce que, en fait, il y a des Français qui ont essayé de mettre ça en œuvre dans la région toulousaine. Bon, vous savez, il y a pas mal de gens un peu assez comment dire, assez antifa dans la région toulousaine. Et alors, donc dans les années 90, il y a un gros système d'échange local qui s'est constitué. Et puis, ça a explosé le jour où il y a une entreprise de bâtiment qui s'est mise à prendre des contrats et à les réaliser en mettant les heures qui étaient faites par les ouvriers de l'entreprise dans la banque d'échange locale. Donc concrètement, vous êtes un particulier, vous voulez faire refaire votre toiture, c'est ça qui a fait péter le truc. Vous allez mandater une entreprise, les gars de la boîte, ils vont travailler 150 heures sur votre toit, plus ils vont acheter des matériaux, et au lieu de vous faire payer les matériaux, ils mettent des crédits dans la banque d'échange locale. Et puis après, ils vont se servir chez le boulanger, au resto, vous allez donner des cours d'anglais à leurs gosses, etc. Et puis là, il y a le gars de l'URSSAF qui dit ouais, mais vous êtes gentils les mecs, mais c'est pas parce que vous êtes dans le système d'échange local que vous n'allez pas payer l'URSSAF. Parce que l'entreprise, elle a employé des salariés. Les salariés, par ailleurs, ils sont déclarés et s'ils sont au chômage, ils toucheront des indemnités. Et donc, il faut payer l'URSSAF. Et puis le fisc, il arrivait en disant oui, mais les gars, vous êtes gentils, mais vous avez fait des profits sur votre truc, donc il va falloir payer l'impôt sur les sociétés, et ainsi de suite. Et donc, le problème du système d'échange local, c'est que c'est non seulement anticapitaliste et contre la monnaie, mais c'est surtout contre l'État. Donc, en France, ça s'est réglé de la manière suivante. Procès au tribunal d'instance, lourde condamnation, et la jurisprudence, ça a été vous faites ce que vous voulez avec les systèmes d'échange locaux à une condition, c'est que ce ne soit pas votre activité professionnelle. Du coup, ça a un peu tué le truc, parce que lutter contre le capitalisme pendant ses heures de loisirs, c'est bien, mais ça ne va pas profondément le transformer. Voilà. Mais c'était pour vous dire qu'on peut même imaginer un truc où il n'y a plus de monnaie physique et où l'unité de compte, c'est devenu l'heure de travail. Parce que qui est-ce qui compte la valeur en heure de travail? Vous vous souvenez de vos cours de théorie de la valeur de première année? Et Marx? Voilà. Tout le monde n'a pas oublié le camarade Karl. Hein. Bon, donc on aura enfin parlé de Karl Marx en cours de banque, c'est bien. Et pas pour faire l'évaluation des options par la théorie de la valeur travail, parce que ça ne marche pas, mais simplement parce que de fait, ça pourrait devenir un substitut à la monnaie, mais pour ça, il faut beaucoup fumer. Voilà, donc on arrête, et on se demande quand même, qu'est-ce qu'il y a comme modèle économique? Ben ça, on a vu quand même qu'il y a des acteurs de la monnaie électronique qui ont trouvé des modèles économiques. Bon, pas les systèmes d'échange locaux, mais les systèmes d'échange locaux, on voit que c'est un projet de refonder une société alternative. Ils sont dans leur bulle, d'accord. Pas les monnaies locales complémentaires, parce que les monnaies locales complémentaires, c'est un projet qui va coûter du pognon aux contribuables, donc c'est pas intéressant non plus. Enfin, bon, bref. En revanche, la monnaie électronique, ce qu'on voit, c'est que contrairement à la monnaie bancaire qui bénéficie de la garantie des dépôts, la question de la stabilité, de la garantie de la monnaie électronique, ça ne va pas de soi. Alors, pour l'instant, en France, il n'y a pas ou même dans l'Union européenne, il n'y avait pas d'opérateur de monnaie jusqu'à cet été. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Si je vous dis Wirecard, ça ne vous dit rien? Bon, d'accord, j'ai un accent pourri, mais indépendamment de mon accent pourri, si je vous l'écris dans la fenêtre de chat, vous allez peut-être comprendre de quoi je veux parler. Attendez, je n'ai pas de curseur, pas de fenêtre de chat, tout va bien, je vais y arriver. Où est la fenêtre de chat? Converser. Hop. Donc, est-ce que... Ah, pardon, je n'avais pas vu la question. Donc, Wirecard, ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est?
Wirecard. C'était une plateforme de services financiers, il me semble, mais je connais surtout le scandale qu'il y a eu Voilà. récemment. Voilà. Alors, en fait, Wirecard, à l'origine, c'était un opérateur de paiement allemand. Donc, et donc, de fait, ils proposaient des services de monnaie électronique. Et ils se sont rendus compte au mois de mai ou juin, je ne sais plus, qu'ils avaient perdu 2 milliards d'euros. Ils ne savaient plus où ils étaient. Bon, en fait, c'était une fraude comptable, d'accord. C'est-à-dire que c'était tellement une belle fraude comptable que toute la direction générale est poursuivie par la justice allemande, mais ils sont tous dans la nature. Mais, alors, parenthèse, c'était quand même une boîte qui était à l'indice DAX, donc qui était dans les 50 plus grosses valeurs de la bourse de Francfort, et le régulateur des marchés financiers allemands n'avait rien vu à la fraude comptable. Donc, c'est probablement grâce à Wirecard qu'on va se payer un régulateur des marchés de titres européens. Enfin, il y en a un déjà, c'est l'ESMA, mais l'ESMA, comme vous savez, ce n'est pas un régulateur des marchés de titres. C'est une agence qui écrit de la norme de niveau 2 et 2,5 pour la Commission européenne et qui accessoirement régule les agences de notation. Les régulateurs de marché de titres, ils sont nationaux, c'est l'AMF en France et c'est le BaFin en Allemagne. Et il y a un mouvement important en Allemagne pour qu'on ait un régulateur européen, en se disant qu'un régulateur européen sera peut-être plus punchy que les régulateurs nationaux. Quand je vous dis un mouvement important, ce n'est pas juste qu'il y a des mecs qui manifestent devant le Bundestag, c'est qu'il y a aussi, en gros, chez les gens qui connaissent le sujet, il y a une pression importante pour que ça se fasse. Voilà. Mais donc, Wirecard, c'était un opérateur de monnaie électronique qui a perdu 2 milliards. Et donc, concrètement, jusqu'à cet été, on se disait, ah ben non, mais les opérateurs de monnaie électronique, ils font des placements sûrs avec l'argent que vous leur donnez. Donc, de fait, ils font des petits produits financiers avec l'argent que vous mettez en compte chez eux. Et puis ils se payent aussi avec les commissions qu'ils prennent sur vos transactions éventuellement, mais dans l'ensemble, ils ne prennent pas de risque. Ouais, enfin, sauf quand ils en prennent, quoi. Voilà, bon. Mais de fait, même si on se dit, bon, finalement, le modèle d'un opérateur de monnaie électronique, c'est le modèle économique des money market mutual funds. C'est vous leur prêtez du pognon et ils vous garantissent qu'ils vous en rendront autant à vue, de manière complètement liquide. Le money market mutual fund, ce n'est pas un très bon exemple, puisqu'on sait qu'ils ont fait du repo sur des asset-backed securities pour garantir des rendements élevés, et ça n'a pas très bien marché. Bon, alors, heureusement, les opérateurs de electronic money, ils ne visent pas, bah si, quand même, ils visent à distribuer des revenus à leurs actionnaires. Donc, il faut quand même qu'ils gagnent du fric. Et de fait, la CPR qui régule ça, qui régule de la même manière le sol violet à Toulouse et les gros opérateurs de e-money en France, ils vont peut-être avoir une mauvaise surprise un jour. Voilà. Mais bon. En tout cas, la question de la stabilité, elle n'est pas... pour l'instant, personne ne va y voir. D'accord ? C'est-à-dire que la CPR, ils ont quand même une vision... ils ne supervisent pas les opérateurs de e-money. Ils les autorisent. Et ensuite, ils ne supervisent pas les opérateurs de monnaie électronique. Justement parce que tous les opérateurs de monnaie électronique qu'on avait, c'était des trucs à la papa comme les cartes Fnac, où on se dit, bah, ils se payent en fait en récupérant la marge. Ils se payent parce que les gens qui payent par carte Fnac, au lieu qu'ils payent 1% à Visa, ils payent tout à la Fnac. Donc ça leur faisait un modèle économique suffisant. Mais peut-être qu'un jour, les opérateurs de monnaie électronique, ils ne feront pas que ça, quoi. Et donc peut-être qu'un jour, il faudra regarder de près ce qu'ils font. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a même pas de cadre réglementaire pour surveiller leur activité et on leur interdit rien avec le pognon qu'ils ont. Si ça se trouve, ils peuvent faire du repo avec à la bourse de Yaoundé et puis voilà, et puis placer sur du cacao. Bon, bref. Donc on va se dire que, en tout cas, il y a une concurrence parce que ils ne sont pas régulés comme des banques, sauf quand ils demandent une licence bancaire comme Revolut. Mais même Revolut qui demande une licence bancaire,
les comptes, quand vous ouvrez un compte chez Revolut, ce n'est pas un compte en banque. Donc même si Revolut a une licence bancaire pour une partie de son activité, tout l'aspect monnaie électronique, c'est géré hors périmètre de la licence bancaire. Donc concrètement, les acteurs de monnaie électronique ne sont pas régulés comme des banques, donc pas d'obligation de conformité, pas de capitaux propres, pas de tout ce qu'on veut. Donc vachement d'économie sur les coûts réglementaires et vachement de liberté sur ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer une captive d'assurance aux Bahamas si ça les amuse, c'est pas interdit formellement. Voilà, donc peut-être qu'on aura des... Comme le modèle économique est très ouvert, comme ça permet toutes les créativités, ça permet effectivement de financer des opérations de paiement avec des revenus que les banquiers ne peuvent pas avoir, avec des dépenses en moins, mais on ne sait pas très bien où ça va. Du coup, on peut se poser la question de, quand on pense à l'évolution des formes de monnaie dans notre économie, alors on peut imaginer au moins 3 scénarios. Un premier scénario qui serait la coexistence entre les banques existantes et puis les fournisseurs, donc les opérateurs de monnaie électronique. En se disant, les banques, elles partent d'une position de marché forte. Pourquoi elles partent d'une position de marché forte ? Parce que il y a plein de gens qui sont chez eux. On a beau pas aimer son banquier, c'est quand même des coûts de partir. D'autant plus que la principale raison pour laquelle vous adhérez, vous êtes bloqué chez un banquier, c'est que vous avez contracté un prêt. Quand vous avez emprunté auprès d'une banque pour acheter votre appartement ou pour acheter je ne sais pas quoi, de sérieux, c'est très compliqué de partir. Ce n'est pas impossible, mais c'est très compliqué de partir. Parce que concrètement, faire bouger votre prêt, bon bref, tout ça pourquoi ? En plus, vous allez faire concrètement pourquoi ? Est-ce que, je vais vous poser la question autrement, est-ce que vous avez changé de banque ? Ou plutôt, combien de fois vous avez changé de banque depuis que vous avez une banque ? Tiens, j'aurais fait un sondage. Bon, je ne vais pas le faire comme ça. Qui a changé de banque plus de 2 fois ? Deuxième. Qui a changé de banque plus de 2 fois ? Bon, c'est que vous n'en avez rien à faire ou c'est que vous n'avez pas changé de banque plus de 2 fois ? On n'a pas changé de banque plus de 2 fois. Oui, parce qu'il y a des coûts de changement. Merci Anna. Il y a des coûts pour changer de banque. Et puis, il y a que ce que vous allez gagner n'est pas absolument évident, quoi. Bon, alors, de fait, les banques partent d'une position de marché qui paraît favorable. Les coûts de changer ont l'air de ne pas être de nature à justifier de changer. Et donc voilà. Mais d'un autre côté, les fournisseurs les opérateurs de monnaie électronique, comme un Revolut, ce qu'on voit, c'est qu'ils attirent du monde. Ils attirent du monde, pourquoi ? Parce que sur certaines opérations pour lesquelles les banques prennent des frais, ils n'en prennent pas. Et en fait, il n'y a pas de coût pour aller chez Revolut, puisque autant tout passer chez un banquier, enfin complètement changer de banque, c'est compliqué. Mais on voit bien que ce qui est la force de Revolut, c'est qu'il n'y a pas de coût d'entrée. C'est oui, d'accord, vous téléchargez l'appli et puis vous rentrez 3 trucs et puis c'est parti. Et donc de fait, ce qu'on peut imaginer, c'est que même si les banques ont une position de marché forte, les nouveaux entrants, ils réussissent à faire une espèce à vous proposer une transition où il n'y a pas de... Enfin, vous ne voyez pas que vous transitionnez vers Revolut, quoi, parce que de fait, vous vous contentez de mettre de l'argent chez Revolut, de virer de l'argent chez Revolut. Alors il y a peut-être même un moment où vous voudrez toucher votre salaire chez Revolut. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, on se dit non seulement la position des banquiers est solide, mais en plus, on ne voit pas très bien ce que les opérateurs de monnaie électronique font avec l'argent que les clients mettent chez eux. Ce qui est très probable, c'est que les opérateurs de monnaie électronique, ils passent en partie par les banques pour faire fructifier cet argent. Et donc, du coup, ça pourrait même pratiquement arranger les banques de récupérer, d'avoir les opérateurs de paiement électronique, les opérateurs de monnaie électronique qui font leur business dans leur coin. Et puis, il y a juste une espèce de circuit où vous mettez votre fric chez Revolut et Revolut le remet chez votre banquier parce que chez votre banquier, il va pouvoir bénéficier, je ne sais pas quoi, d'instruments financiers, etc., que vous n'avez pas parce que vous êtes un client de détail, mais qu'un client en gros pourrait avoir. Bon, le problème, quand même, c'est que ça signifie que en gros, le banquier,
tout son financement va se mettre à passer par des opérateurs tiers. Et donc, en gros, ce qu'il avait avant en dépôt chez lui, maintenant, ça passe par, il ne sait pas très bien où. Et puis, si les dépenses passent aussi par l'opérateur de monnaie électronique, ben, il ne voit plus ce que vous dépensez. Et donc, tout ce qu'il pourrait avoir comme info sur vous, ça disparaît aussi. Et du coup, le banquier, dans le scénario de la coexistence, il y a quand même que le banquier, s'il n'est pas un peu dynamique, en fait, il se fait soutirer, il se retrouve juste à gérer ce qui n'a pas d'intérêt, quoi. Et donc, c'est quand même pas vraiment intéressant pour lui. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles les banquiers ont développé les systèmes de paiement instantané. Et puisque vous savez qu'il y a il y a un système de paiement instantané dans l'Union européenne qui s'appelle TIPS, d'accord, et qui permet de payer instantanément, de faire des virements instantanés. Sauf que ça a un coût, contrairement aux opérateurs de monnaie électronique. Et puis, vous comprenez, enfin, non seulement ça a un coût, mais vous ne comprenez pas très bien pourquoi votre banquier vous fait passer par un autre truc qui a un coût. Ou vous propose un truc qui a un coût. Alors que le Revolut, il le fait gratuitement. Bref, le premier scénario, qui serait le scénario de coexistence, il paraît pas très bon pour les banquiers parce que manifestement, les banquiers sont quand même pas super bons. Enfin, ils sont en train de se faire tailler des croupières par. Alors, ce qui risque de se passer, en gros, dans le scénario de coexistence, c'est que les banquiers vont rester avec les petits clients sur lesquels il n'y a rien d'intéressant à prendre. Et que les gros clients comme vous, dans quelques années, mais ça a déjà commencé, mais ça ne va pas s'arranger, vous aurez un truc chez Revolut où vous mettrez tout votre cash, enfin tout ce dont vous avez besoin pour vos voyages, quand vous allez, je ne sais pas quoi, faire votre mission de consultation à Oslo ou à Londres ou que sais-je, et puis vous n'allez rien laisser sur votre compte en banque. Et puis vous allez avoir un opérateur de paiement quand vous serez je ne sais pas où, et puis vous allez avoir, enfin bref, vous allez avoir une série de services financiers pour lesquels vous n'avez pas eu besoin de vous inscrire parce que c'était comme installer une appli. Et donc, de fait, les banquiers, il leur reste quoi? Il leur reste les gilets jaunes qui touchent leur SMIC ou leur RSA et qui dépensent du pastis au Leclerc qui achètent du pastis au Leclerc du coin. Mais ils ne vont pas faire beaucoup avec ça, les banquiers. Donc, pas très bon. Alors, deuxième truc, ce serait l'idée qu'il y aurait une complémentarité. C'est-à-dire que ce n'est pas la coexistence, mais c'est qu'en fait, les banquiers se réservent un certain nombre de segments, et puis les segments dont les banquiers ne veulent pas, c'est pour les opérateurs de paiement électronique. Bon, et donc typiquement, on l'a vu, au Kenya, il n'y a pratiquement pas de banque, et tout ce qui est paiement, ça se fait avec M-Pesa parce qu'il n'y a que les gros virements qui passent par des banques. Parce que oui, effectivement, quand une entreprise kenyane achète ou vend, je ne sais pas combien, 10 000 mètres cubes de bois, elle ne va pas se faire payer par M-Pesa. Mais tous les paiements retail, c'est M-Pesa. Bon, alors ça, c'est pas vraiment un modèle économique qui intéressera les banquiers français. Mais quand vous voyez les systèmes, l'économie chinoise, par exemple, en Chine, 90% des paiements, c'est pas du liquide. Hein. 90% des paiements, c'est Alipay et WeChat Pay. Donc, de fait, les banques, qu'est-ce qu'elles font? Pareil, elles continuent à faire. Elles font plus que du B2B, les banques en Chine, du business to business. Et tout ce qui est consumer, enfin. Service à la clientèle, c'est en train d'être complètement phagocyté par ces trucs-là. Et donc, le scénario de la complémentarité, c'est pas terrible non plus. Alors, il y a encore un scénario qui serait encore pire, ce serait le scénario où ce serait carrément les opérateurs de paiement électronique qui prendraient complètement la main sur les systèmes de paiement. Et donc, les banquiers, ils garderaient quoi? Dans ce scénario-là, alors ça, c'est justement le scénario envisagé par Adrian dans la note du FMI sur les fintech. On imagine quoi? On imagine que, en fait, dans une banque, je ne vous fais pas un dessin, mais dans votre bilan, vous avez au passif des dépôts et puis du financement en gros, et puis à l'actif, vous avez essentiellement, vous avez un peu des titres, mais c'est quand même beaucoup des obligues et puis des prêts. L'idée, ce serait en fait que vous pourriez restructurer tout ça. Vous pourriez restructurer tout ça, comment? En fait, tout l'aspect actif, vous allez le faire, tous les mouvements sur l'actif, vous allez le faire via des opérateurs de paiement électronique. Et puis
Et puis la banque va complètement aussi ouvrir tous les mouvements sur le passif, parce que quoi? Parce que vous allez diversifier vos sources d'approvisionnement en passif, et puis vous allez aussi diversifier vos sources d'investissement en actifs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, dans le cadre du plan de relance, les banques vont entrer au capital des PME. Donc, au lieu de faire seulement des prêts, elles vont aussi prêter en capital. Et puis, au lieu de vous fournir uniquement sur le marché interbancaire qui n'existe plus, pour l'instant, les banques, elles se fournissent pour l'essentiel auprès de la BCE qui leur avance des trillions d'euros. Mais il faudra qu'elles trouvent autre chose. Donc, elles vont se financer avec je ne sais pas quoi, du private equity, des entreprises qui leur laissent, qui achètent des certificats de dépôt des banques. Enfin bref, on peut imaginer qu'il y ait vachement plus de variété du côté de l'actif et du passif. Bref, que les banques deviennent autre chose que ce qu'elles sont actuellement. Ouais. Et en particulier que le réseau de paiement soit pris en charge par les fournisseurs de monnaie électronique, parce qu'il y a déjà des exemples. Il y a déjà des exemples comment? Parce qu'il y a des pays où les fournisseurs de monnaie électronique peuvent posséder des avoirs en monnaie banque centrale. Donc, par exemple, à Hong Kong, oui, ça n'existe plus Hong Kong, enfin bon, bref, en Inde ou en Suisse, les opérateurs de monnaie électronique, ils ont des réserves à la banque centrale. Et comme ça, je vais faire semblant d'avoir enfin remarqué la question qui se posait, qui m'a été posée tout à l'heure, mais est-ce que les réserves obligatoires imposées par la Banque centrale aux banques, ce n'est pas un moyen de limiter la création monétaire? Ah, super, il y en a qui m'ont répondu. Pardon, je n'avais pas vu la fenêtre de chat. Alors, je vais revenir à ça. Oui, alors, c'est ça, il n'y a qu'un seul aventurier qui a changé de banque 3 fois. C'est Alejandro. Mais quand vous dites... je vais quand même poser la question à Alejandro qui a changé 3 fois de banque. Quand vous dites que vous avez changé 3 fois de banque, c'est en France? Et d'abord, j'étais avec BBVA, après Bank of America, et après BNP. Mais en France ou bien depuis que vous êtes bancarisé? Et depuis 3 ans, depuis que je suis venu. D'accord. Ouais, donc vous avez changé, vous avez été dynamique. Mais parce que ce qui est amusant, c'est de passer par Bank of America si vous étiez en France. C'est quand même assez original comme mouvement. Mais est-ce que c'est indiscret de vous demander pourquoi vous avez changé de banque? Et en fait, en France, si on arrive, le plus important, c'est d'ouvrir un compte ici. En fait, moi, j'avais Bank of America avant, mais ça ne servait à rien. Ah oui, il fallait ouvrir un compte pour avoir un téléphone et tout, en fait. Même pour l'université. D'accord. Oui. D'accord. Oui, mais donc vous avez ouvert un compte à la BNP Paribas parce qu'il fallait pour faire les papiers, mais sinon, c'est pas ça que vous utilisez. Oui, effectivement. D'accord. Donc ça vous donne assez peu de raisons de changer de banque. Sauf si vous avez envie de changer de téléphone, mais bon. Comment dire? Voilà. Fin de la blague. Oui, donc on demandait est-ce que les réserves obligatoires imposées par les banques centrales est une limite à la création monétaire? Puisque là, on peut se demander est-ce que nos opérateurs ils vont pas créer de la monnaie? Avant de parler des opérateurs, alors les réserves obligatoires comme moyen de limiter la création monétaire, oui, c'était standard dans les années 70, mais c'était il y a très longtemps quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi c'était standard dans les années 70? Parce que quand on a commencé à donner du pouvoir de création monétaire aux banques, il fallait le contrôler. Et comment est-ce qu'on contrôlait? On contrôlait effectivement en imposant que les banques mettent une certaine proportion des crédits qu'elles accordaient auprès de la Banque centrale. Et donc, de fait, plus on augmentait ce ratio de réserves obligatoires, plus on limitait la création de monnaie. Donc, quand il y avait trop de création monétaire, on augmentait le ratio de réserve. Ça, c'est surtout... c'était une époque inflationniste. Et donc, quand on voulait limiter la création de monnaie par les banques, quand on voulait limiter l'expansion du crédit, comme on disait, on augmentait ce ratio-là. Mais aujourd'hui, c'est complètement caduque. Quand on est passé à un truc comme BAL, on contrôle par les fonds propres, en fait. Et donc, c'est un autre système de gestion. Donc, techniquement, c'est toujours possible. Mais aujourd'hui, de toute façon, la Banque centrale en France, c'est la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne, elle n'a pas vocation à donner des ratios de réserves obligatoires différents selon les établissements, selon les pays de la zone euro.
Donc, vous voyez qu'on est quand même passé à une autre étape. Alors, en revanche, effectivement, on pourrait se dire, et à partir du moment où les opérateurs de monnaie électronique ont des comptes à la Banque centrale, et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accès au guichet de l'escompte, et pourquoi est-ce que... ce qui est certain, c'est que à partir du moment où elles ont des comptes à la Banque centrale, si on ne leur donne pas la possibilité de création monétaire, ça devient des banques. Alors, on appelle ça soit des narrow banks, des banques étroites, soit des banques 100% monnaie. Alors, des banques qui, en gros, quand elles prêtent, il faut qu'elles aient le cash avant. Donc ça, c'est possible. D'accord ? On peut même imaginer qu'on donne aux établissements, aux opérateurs de monnaie électronique un pouvoir de créer de la monnaie qui ne serait pas de la 100% monnaie, mais qui serait autre chose. Dans ce cas-là, on en fait des banques. Donc, la question de l'accès aux réserves de la banque centrale, le fait d'avoir un compte à la banque centrale, pourquoi pas, mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? En fait, ce qu'on voit, c'est que la question qui est en train de se poser, en fait, dans la question de la concurrence entre les formes de monnaie et donc entre les opérateurs de ces formes de monnaie, moi, ça me rappelle une vieille question d'économie industrielle, une vieille question d'économie industrielle qui a vachement évolué en fait dans les années 80. C'est la question de l'industrie des réseaux. C'est-à-dire que, en fait, on n'avait pas trop de position sur les industries de réseau, on va dire avant les années 70. Et puis, dans les années 70, il est devenu évident que les industries de réseau, c'était des industries où il y avait des coûts fixes, c'était donc une tendance au monopole naturel. Et donc, comme il y avait une tendance au monopole naturel, d'ailleurs, on ne pouvait pas la nier, puisque typiquement, les réseaux télécoms, c'était des entreprises monopolistiques. Et en particulier aux États-Unis, s'est posé la question du démantèlement de AT&T, d'accord, et ça devait être dans les années 70. Et puis depuis, on a eu, en gros, le consensus des économistes, ça a été de se dire, en fait, dans les industries de réseau, si on veut éviter la tendance au monopole, le seul moyen de faire, c'est de faire gérer le réseau par un opérateur public, qui de toute façon va perdre du fric, sauf si on arrive à le gérer correctement. Mais enfin, l'idée, c'est que lui, il n'est pas astreint. Il peut être astreint à l'équilibre budgétaire, mais enfin, son but, c'est pas d'en gagner. Et puis ensuite, sur le réseau, on fait la concurrence entre les utilisateurs. Bon, alors concrètement, c'est ce qu'on a réussi à ne pas bien faire en France. C'est ce qu'on réussit à pas bien faire ailleurs. Mais parce que c'est quand même vachement compliqué de réguler ce truc-là. Mais on pourrait penser de la même manière pour les banques. On pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un réseau de paiement ? Et puis ensuite, on dit à tous les opérateurs de paiement, on dit à toutes les quasi-banques, tous les opérateurs de monnaie, allez-y, vous êtes en concurrence sur le réseau de paiement, on vous met tous les mêmes obligations et puis que le meilleur gagne. Et concrètement, avec les banques, pourquoi ça n'a pas marché ? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait que les banques, pas seulement les banques, mais aussi les opérateurs de paiement, on voit, ils échappent à ce modèle, en fait. Et donc, ce modèle ne les représente pas très bien. Ce qu'on voit, ce qui est clair avec les opérateurs de paiement électronique, de monnaie électronique, c'est qu'il se crée un réseau de partenaires dans lesquels on peut dépenser la monnaie électronique. Et ce réseau qui se crée, c'est un réseau de plus. Et il ne se crée pas forcément un réseau extrêmement large, mais il se crée un réseau suffisant pour arriver à leurs objectifs. Et donc, en fait, il y a plein de réseaux voisins, il y a plein de réseaux de paiement qui sont superposés, qui sont séquents, qui se recouvrent. Il n'y a pas un seul réseau de paiement, il y en a un paquet. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le système de carte de crédit. En France, on a le groupement carte bancaire, mais dans les autres économies, il y a American Express, Visa, Mastercard. Il y a des réseaux en concurrence. Il y a des réseaux de paiement en concurrence. Donc, on a certes une tendance au monopole naturel puisqu'on a des réseaux et donc des coûts d'infrastructure. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même plein d'entreprises qui se constituent des réseaux de paiement. Et visiblement, ça ne les empêche pas de vivre. Ce n'est pas un investissement qui est dirimant pour elles. Parce que justement, en fait, le réseau, en fait, ce qu'on appelle un réseau, on ne sait pas très bien ce que c'est. Parce qu'il y a des réseaux physiques, comme le réseau
carte bancaire. Quand je dis le réseau carte bancaire, c'est un réseau physique, vous voyez bien que c'est un réseau physique, parce que c'est le réseau physique sur lequel vont se brancher les terminaux. Donc là, il y a un vrai réseau physique. Mais il y a des réseaux qui sont des réseaux virtuels, en fait. Parce que la plupart des opérateurs de paiement qui ne sont pas le groupement carte bancaire, ils passent par Internet. Alors on pourrait dire, oui, mais en fait, ils font des réseaux virtuels sur Internet parce qu'ils développent des protocoles. Ouais, d'accord. Mais en fait, justement, ils utilisent un réseau physique déjà existant. Et puis, en fait, ils mettent en réseau une partie des opérateurs d'un réseau préexistant. Et donc, le coût de déploiement du réseau, il est pas très élevé. En fait, à partir du moment où il y a un réseau comme Internet, tout ce qui est information, bah, ça peut passer par ce réseau-là. Ça peut passer par d'autres réseaux aussi, mais de fait, pour les paiements, ce sera concurrencé par Internet. Donc, de fait, la métaphore de l'industrie des réseaux, elle ne marche pas. Et l'idée qu'on va mettre tout le monde en concurrence sur une infrastructure de paiement identique, ça ne marche pas non plus. Et en fait, quand on regarde des infrastructures de paiement bancaire, il y en a au moins 3 en France. C'est-à-dire qu'il y a le réseau carte bancaire, il y a Swift, et puis il y a Swift, pardon, et j'en oublie parce qu'il y a Target, il y a le réseau de paiement automatique dont j'ai parlé tout à l'heure, le réseau de paiement instantané dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis en plus, il y a Internet qui est utilisé quand même pour plein d'opérations. Donc il y a déjà plein de réseaux. Et donc concrètement, on est dans une espèce de concurrence hyper bizarre où les trois scénarios que je vous ai proposés, en fait, le vrai problème, c'est que concrètement, l'exemple de Revolut, il est assez clair sur le fait qu'une entreprise qui marche, elle a tendance à évoluer vers un modèle bancaire, donc vers une licence bancaire, tout simplement parce que l'essence de la banque, c'est de faire 36 trucs à partir du moment où on a du pognon. Et la question de savoir si le modèle économique des banques existantes est encore viable, c'est une question un peu différente de celle de est-ce qu'il est viable en général. Donc on en revient à la question qu'on se posait quand on a évoqué le modèle économique des banques, sauf que sur la gestion de la monnaie, ce n'est pas plus clair que sur le reste. Parce que dans la mesure où vous pouvez profiter de réseaux déjà existants pour offrir des services monétaires, certes, l'État pourrait faire le choix d'offrir l'accès à la monnaie centrale, d'offrir l'accès à la garantie des dépôts, etc., aux autres opérateurs. Mais en fait, on ne voit pas très bien concrètement. On a le sentiment, avec le modèle Revolut, que les gens vont voter avec leurs pieds. Ils vont aller vers ce qui les arrange. Et en fait, le truc qui est peut-être le plus déterminant dans l'évolution de la concurrence, et c'est pour ça que les banquiers y sont aussi sensibles, c'est, vous savez, dans l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle la directive sur les services de paiement, dont on a déjà voté une révision en 2016, on a la deuxième directive sur les services de paiement. C'est ça qui détermine l'accès pour les opérateurs de paiement aux infrastructures existantes des banques. C'est-à-dire qu'en fait, Revolut, si vous entrez votre numéro de carte bleue, votre numéro de carte bancaire dans Revolut, ce qui va déterminer les modalités d'accès par Revolut à votre carte de paiement et donc à votre compte en banque, etc. C'est ça qui détermine les conditions de concurrence sur la question des paiements, mais pas sur la question des modèles économiques. Or, les modèles économiques, à court terme, les banques ont de quoi financer le groupement carte bancaire en France. Et à peu près partout, elles ont de quoi financer des infrastructures de paiement, aussi bien le groupement carte bancaire que Swift ou des trucs comme ça. Mais à moyen terme, c'est en général le modèle économique des banques qui est pas assuré. Et effectivement, la question de l'approvisionnement en monnaie, mais vous voyez bien, alors, je reprends ma question du début qui était et qu'est-ce qui se passe si on donne de la monnaie numérique de banque centrale à tout le monde? C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui se passe si tout le monde a un compte à la banque centrale? À quoi ça sert encore d'avoir un compte dans une banque commerciale si vous avez un compte à la banque centrale avec de la monnaie digitale de banque centrale, de la monnaie numérique de banque centrale dessus? Comme l'a dit Alejandro, ça sert parce que vous êtes obligé d'avoir ça pour avoir un téléphone et pour avoir une place à la fac. Ouais, mais c'est quand même un drôle de truc. Bon, donc,
l'avenir de... Enfin, la monnaie, c'est les paiements. L'avenir des paiements, ça ne passe pas forcément par les banques. Ça peut utiliser l'infrastructure des banques sans être maîtrisé par les banques. Et peut-être que le scénario le plus crédible, c'est simplement la diversification des opérateurs, c'est-à-dire ce qu'on est en train de voir. Et puis, par ailleurs, il faudra que les banques se trouvent un modèle économique, mais c'est indépendant de la question du système de paiement. Moi, à moyen terme, c'est quand même ce que je vois. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'opérateurs qui font de plus en plus de trucs, et on n'a pas de disparition des opérateurs historiques. Voilà. Mais vous avez peut-être d'autres idées. Alors, on va prolonger le truc en se disant, mais puisqu'on cherche le modèle économique des banques, on va se demander tout simplement pourquoi les intermédiaires financiers existent. Et donc, on va chercher dans la question de l'existence, dans la question des raisons pour lesquelles les intermédiaires financiers existent, les raisons pour lesquelles, enfin, la source du modèle économique des banques. Bon, et ça, pour le coup, il y a de la théorie économique qui parle de ça. Alors, en fait, l'idée d'un intermédiaire financier, c'est que l'intermédiaire financier, l'opération d'intermédiation, il l'a dans son bilan. D'accord ? C'est-à-dire que concrètement, si on parle de transformation de maturité, ça se fait dans le bilan, ça ne se fait pas en dehors du bilan. Ce qui fait la différence entre une banque, par exemple, et une plateforme de paiement de pair à pair. Parce que la plateforme de paiement de pair à pair, elle va mettre en relation un prêteur et un emprunteur, mais elle ne va rien avoir dans son bilan. Elle va juste prendre sa com, et puis ensuite, c'est le prêteur qui a dans son bilan un prêt, qui a transféré de la monnaie à l'acheteur, enfin à l'emprunteur, qui va avoir une dette qui va être la contrepartie du crédit qui est à l'actif de l'emprunteur, et qui est la contrepartie aussi du mouvement d'espèces entre les deux. OK. Donc rien dans le bilan, pas d'intermédiation de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'intermédiation de la plateforme de pair à pair qui met en relation le prêteur et l'emprunteur, ce n'est pas une intermédiation financière, c'est une intermédiation de service. On vous rend le service de vous mettre en relation. Accessoirement, on vous écrit le contrat de prêt, mais le contrat de prêt, c'est un service de conseil, ce n'est pas un service financier. D'accord. Donc, dans ces conditions, en fait, les banques sont des intermédiaires financiers et il n'y a pas beaucoup d'autres intermédiaires financiers que les banques parce que, justement, y compris dans la fonction de prêt, les opérateurs comme le financement participatif et tout ça, ce n'est pas des intermédiaires financiers, c'est des prestataires de services. OK. Alors, l'idée de l'intermédiaire, c'est que l'intermédiaire, on va lui donner un rôle d'intermédiaire si on a confiance en lui. Et donc, de fait, toutes les théories de l'intermédiation financière, ça va être des théories de délégation de quelque chose. Ça va être l'idée que si on fait confiance à l'intermédiaire au point d'accepter de mettre sur son bilan des actifs qu'on possède, c'est parce qu'on lui reconnaît des qualités qu'on n'a pas soi-même. On a confiance et on s'attend à ce que l'intermédiaire financier produise un service qui n'est pas seulement un flux de monnaie. Bon, alors c'est un peu en conflit. Ces théories de l'intermédiation financière qui disent que l'intermédiaire financier, il inspire confiance et il produit un service, c'est un peu en conflit avec la réputation que les intermédiaires financiers ont gagnée ces derniers temps, parce que la crise, parce que manipulation, parce qu'il a fallu en particulier sauver les banques, et donc sauver les banques parce qu'elles avaient pris trop de risques et parce qu'elles avaient privatisé les profits et socialisé les pertes. Et puis, si elles sont là où elles sont, c'est parce qu'elles bénéficient d'un pouvoir de marché et d'une subvention cachée, une subvention implicite des États. Et donc, en gros, on ne peut pas dire que les intermédiaires financiers tels qu'ils existent aient une super réputation. J'entends, en général, si vous avez envie d'aller bosser dans une banque, ce n'est pas parce que vous trouvez que c'est une entreprise merveilleuse qui va transformer le monde pour qu'il soit plus heureux. C'est surtout parce que vous vous dites que vous serez mieux payé dans une banque que si vous êtes à la chaîne de montage chez Renault. Et que vous préférez être mieux payé plutôt que moins bien, et donc c'est la raison pour laquelle vous voulez aller dans une banque. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu un étudiant de Master Bank Finance qui m'explique
il voulait aller bosser dans une banque parce qu'il trouvait que c'était l'entreprise la plus merveilleuse en termes d'épanouissement de soi et en termes de transformation de la planète en une société de licornes arc-en-ciel qui s'aiment et qui sont gentilles. Voilà. Bon, donc, une autre théorie de l'intermédiation financière, c'est pas qu'on a confiance dans les intermédiaires financiers, mais c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, justement, première question, est-ce que c'est possible de désintermédier complètement? Et comment est-ce qu'on désintermédie? Bon, alors, vous avez des machins, vous avez de la prestation de services, par exemple, pour le transfert de devises, enfin non, pardon, par exemple, pour le change en devises, ou le transfert de devises, pardon, au lieu d'utiliser les services bancaires, vous pouvez passer par TransferWise. Il n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un intermédiaire financier, c'est juste un prestataire de services de mise en relation. On avait vu aussi Revolut. De fait, il ne met pas votre argent. Alors, oui, pardon, il ne le met pas sous forme de dépôt. Mais les prêts de pair à pair, typiquement, c'est de la désintermédiation. Bitcoin, typiquement, c'est de la désintermédiation. Du moins, c'est comme ça que c'est vendu. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà lu le papier de Satoshi Nakamoto, mais en fait, le papier de Satoshi Nakamoto, il commence carrément comme ça, d'accord? A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Donc, l'idée de Bitcoin, au début, c'est d'avoir un truc complètement désintermédié. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des bitcoiners fondamentalistes dans la salle, mais moi, toutes les conversations que j'ai eues avec les bitcoiners, c'est le premier motif, c'est le système financier, c'est des pourris, c'est des manipulateurs. Au moins, Bitcoin, c'est du code que je connais, du code bien écrit, je ne me ferai pas manipuler par le code, et puis c'est moi qui décide. Et donc, clairement, c'est le refus d'intermédiation. Bon, mais alors jusqu'où c'est possible ça? En fait, indépendamment du fait qu'on en parle, et indépendamment du fait qu'il y a plein de nouveaux intermédiaires qui proposent de décentraliser, de désintermédier, enfin, plein de nouveaux intermédiaires il y a plein de modèles économiques qui sont fondés sur la désintermédiation financière et sur le remplacement de l'intermédiation financière par de l'intermédiation de services, en particulier les services de mise en relation. D'accord ? Et de fait, justement, exactement comme avec Uber ou comme avec Airbnb, le développement de l'informatique en réseau, ça a complètement fait exploser les barrières à l'entrée. C'est-à-dire que le service de réservation de taxi, de VTC par téléphone, c'était pas du tout fonctionnel. Le service de réservation de VTC par téléphone mobile, par smartphone en temps réel, ça marche bien. Et de la même façon, il y a plein de services financiers. Les banques les fournissaient à leur guichet, ou bien, à partir du moment où vous aviez un compte en banque, vous pouviez faire par téléphone. Mais maintenant, c'est vachement plus simple avec les applis, et donc il n'y a plus de coût d'accès, et donc il n'y a plus de barrière à l'entrée. Bon, donc ça, normalement, ça devrait permettre de concurrencer ceux qui sont déjà établis sur les marchés, et cette concurrence devrait se traduire par le fait que l'indice de Lerner devrait baisser. L'indice de Lerner, vous savez, c'est prix moins coût marginal divisé par prix, et plus c'est élevé, plus c'est le signe que les offreurs sont en situation oligopolistique ou monopolistique, et peuvent extraire donc de leur marché, de leur base de clients, un prix supérieur à leur coût. Bon. Donc le sujet, c'est qu'on se dit, c'est super, on a plein d'offreurs qui proposent des offres alternatives et qui, en désintermédiant la partie purement financière du service pour en faire un service non financier, font de la concurrence et devraient faire baisser les prix des services financiers. Sauf que, d'un autre côté, il ne faut pas être naïf. Les GAFAM, ils ne vont pas s'aventurer dans les services financiers pour faire baisser les prix. Hein. D'accord ? S'ils s'aventurent un jour là-dedans, c'est pour tuer la concurrence et ensuite faire ce qu'ils veulent. Bon, donc quoi ? Donc, d'abord, on va se demander à quoi ça sert l'intermédiation. Et on va se dire que l'intermédiation, ça sert d'abord à produire et à gérer de l'information. Et puis ensuite, on va se dire que ça sert
L'intermédiation, ça sert à apporter de la liquidité, et que la liquidité, c'est quand même ça qui caractérise pour l'essentiel la monnaie. L'intérêt de la monnaie, c'est d'être liquide. Donc, production et gestion de l'information. Alors là, du coup, on va lire les papiers absolument fondateurs de l'économie de la banque. Et donc, en avant pour la production et la gestion de l'information. Donc, l'idée de l'information, je ne vous fais pas de... Enfin, il n'y a pas besoin de s'expliquer ce que c'est que de l'information, d'accord. Et l'idée que l'information, c'est ça qui fait les valeurs. Bon. Qu'est-ce qui produit de l'information? En fait, l'idée qu'on avait, c'était que l'information sur les clients, elle était pas très connue. Dans le monde d'avant la numérisation, quand vous n'étiez pas sur les réseaux sociaux, pour produire de l'information sur vous, il fallait mettre un détective privé à vos trousses. Bon, il y a des firmes qui ont un modèle économique comme ça. Hein. Mais surtout votre serviteur... Enfin, moi, quand j'avais votre âge, j'étais à la direction de la surveillance du territoire pour mon service militaire. Et donc, j'ai vu que ça existait, effectivement, les boîtes dont c'était le boulot de récupérer l'information sur les gens. Bon, mais ça coûtait très cher de récupérer l'information sur les gens, et donc on payait ça que quand on voulait de l'information sur quelqu'un en particulier, parce qu'on pensait que ce quelqu'un était important. Mais il y avait par exemple des boîtes qui proposaient des services de vérification de diplôme. Bon, c'était des trucs un peu plus courants. Mais encore une fois, donc ces services, cette information objectivée, elle a été produite avec un coût. Évidemment, tout ça a fortement changé avec Internet, parce que maintenant, il y a de l'information disponible gratuitement. Et donc, même si avec Internet, on ne va pas pouvoir vérifier directement que vous avez un diplôme, on va toujours utiliser Crawl ou un autre pour vérifier, pour appeler par rien et pour demander si vous avez un diplôme. Et on peut avoir plein d'infos sur vous. En particulier, il y a un truc que je trouve absolument génial, c'est les reconstitutions de profils de réseaux sociaux, d'accord, où vous agrégez en fait l'info liée à un utilisateur de réseaux sociaux, puisque le truc, c'est que... alors, il y a des boîtes qui savent faire ça. Elles ont un peu un problème dans l'Union européenne, c'est le RGPD. Donc, en général, elles ne s'établissent pas dans l'Union européenne. Bien, elles s'établissent dans les pays de l'Union européenne où on sait que le RGPD existe, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont récupérer tout ce que vous faites sur Facebook, et puis elles vont récupérer tous vos contacts sur Facebook, et puis elles vont voir si dans vos contacts sur Facebook, il n'y en a pas qui sont aussi abonnés à des flux Twitter, Insta, trucs machin, qui auraient les mêmes noms que vous, ou si ce n'est pas les mêmes noms que vous, du moins des trucs qu'on peut apparier avec vos productions sur Facebook, qui font en fait, on va vous récupérer aussi sur les autres réseaux sociaux. Et après, on reconstitue un profil complet où on sait ce que les uns et les autres font sur tous les réseaux sociaux. Et donc, du coup, on sait aussi toutes les pages qu'ils visitent, etc. Et donc là, on a plein d'infos. Alors, même si on ne sait pas quel diplôme vous avez, avec un bon algorithme d'intelligence artificielle, on le sait presque, en fait. Bref, il y a vachement plus d'infos que quand j'avais votre âge, dispo. Et alors, Olena pensait qu'il y avait une tendance à mettre l'information à disposition du public. Ça, moi, je ne suis pas absolument certain. Il y a de fait, chez les Américains en particulier, il y a un véritable intérêt pour l'information numérisée, et il y a une véritable croyance que mettre l'information à la disposition de tout le monde, ça contribue à l'intérêt général. Chez les Français, je ne suis pas sûr que ce soit absolument le cas. Bon, mais donc, alors on peut dire que la Banque de France a créé une Open Data Room où vous pouvez aller, enfin d'ailleurs comme l'EIOPA et comme la Banque Centrale Européenne, la BCE. Donc, il y a des Open Data Room où vous pouvez récupérer l'info. Il y a des initiatives Open Banking pour que l'info soit disponible. Et puis, un modèle comme le Bitcoin, on voit bien que l'idée du Bitcoin, c'est d'inspirer confiance en mettant à disposition de tous les utilisateurs, et même des gens qui ne sont pas utilisateurs, la chaîne de blocs dans laquelle sont stockées toutes les transactions, de sorte que tout est parfaitement transparent, sauf que dans le cas du Bitcoin, on ne voit que des adresses, on ne voit pas évidemment qui fait les transactions, mais excusez-moi, on voit quand même les transactions. Et par exemple, vous avez vu, c'était assez marrant, là, il y a 3 semaines,
quand on a vu bouger un gros paquet de Bitcoin, il y a eu dans la presse, il y a eu un certain nombre d'articles en disant il y a un gros paquet de Bitcoin qui bouge d'un seul coup. Je ne sais plus combien c'était, mais ça devait être 500 000 Bitcoins ou un truc comme ça. Et donc, c'était probablement l'argent qui était lié à Silk Road, enfin un site criminel qui vendait de la drogue, etc. Et puis 3 jours après, le département de justice a communiqué oui, c'est nous. On est passé par un fournisseur pour récupérer le pognon de Silk Road. Alors, on est passé par un fournisseur. En fait, ce qui se passe, on ne sait pas exactement comment ça s'est fait, mais ce qui était possible, c'était que le mec qui avait été le patron de Silk Road avait mis sa clé privée de Bitcoin dans un cold wallet et que visiblement le cold wallet était protégé par un mot de passe qui était plus simple à casser que le mot de passe de Bitcoin, enfin que les clés de Bitcoin qui sont codées SHA 256 et donc qui sont impossibles à casser. Et donc, de fait, le département de la justice est passé par un fournisseur qui a cassé le mot de passe du cold wallet, ce qui a permis de récupérer le compte sur lequel il y avait tous les sous de Silk Road. Et ça s'est vu, parce qu'une grosse opération comme ça sur la blockchain, comme il y a des gens qui passent leur temps à zioter les blockchains, ça s'est vu. Voilà. Donc, de fait, aujourd'hui, il y a de l'info qui est partout, mais en fait, il reste que même si elle est là, la rendre lisible, c'est encore produire l'information. L'information brute, c'est pas utilisable. Donc, l'encoder, la mettre dans un bon format, réunir tous les flux émis sur tous les réseaux sociaux et matcher ça au même utilisateur, tout ça, c'est aussi de la production d'information. Bon, donc de fait, il y a de l'information diffuse. Ça se récupère et il y a des gens dont c'est le métier, non seulement de la récupérer, mais aussi de l'interpréter. Et alors les techniques pour ça, normalement vous savez ça aussi bien que moi, mais c'est des techniques d'intelligence artificielle pour de l'apprentissage machine pour faire de la prédiction, d'accord, des techniques de natural language processing, je ne sais même plus comment dire en français, d'accord, en fait, de la lecture de texte informatisé. Pourquoi ? Par exemple, justement, pour retravailler l'information que vous produisez sur les réseaux sociaux. Alors, ça sert justement pour recoller des tweets ou des trucs comme ça. Mais aussi, alors, il y a vachement de ça quand même dans les regtech. Il y a vachement de développement de trucs de langage naturel, d'algorithmes de lecture en langage naturel qui travaillent les textes réglementaires pour soit pour constituer des banques pour constituer des banques de données de réglementation qui sont indexées de manière à être comprises par l'ordinateur. Bon, bref, donc non seulement il y a vachement de données, mais en plus il y a vachement de techniques pour produire de la donnée et élaborer de la donnée de manière individuelle. Élaborée. Alors tout ça, ça va évidemment avoir un impact sur la finance, parce que le chômage technologique, donc on se dit que de toute façon, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça va manger des emplois, en particulier les emplois de trucs répétitifs, ou les emplois de trucs qui peuvent être faits avec des moteurs d'intelligence artificielle, des métiers comme prof ou sireur de godasse. Et puis, il y a cette espèce de truc rigolo, là, vous n'avez pas vu que JP Morgan avait dit qu'il fallait que tous ses employés apprennent à coder. Et donc, on allait tous les mettre dans des coding bootcamps pour que tous y fassent du Python. Alors, c'est les deux visages du même, du même progrès technologique. C'est-à-dire, d'un côté, on dit le progrès technologique, ça va bousiller les banques, enfin, ça va bousiller les emplois. Et puis, de l'autre côté, ouais, mais d'accord, mais on va faire les vrais seigneurs de la banque, c'est ceux qui savent coder en Python. Alors, au passage, je voudrais juste vous rappeler quand même, si vous ne l'avez pas déjà lu, cet article incroyable de Michel Godet dans Le Monde de février 79 qui disait « La banque pourrait être la sidérurgie de demain ». Ça, c'est la hantise du chômage technologique dans la banque. Ce n'est pas tout à fait nouveau parce que 79, ce n'est pas tout à fait hier, c'est un peu avant-hier. Et quand en 1979, on écrit « La banque pourrait être la sidérurgie de demain », je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est que la sidérurgie en France en 1979, mais c'est un haut fourneau qui ferme tous les jours. C'est toute la Lorraine qui ferme, tout le Nord-Pas-de-Calais qui ferme, des plans sociaux dans tous les sens, l'invention du plan social et de la comment ça s'appelle,
de la retraite anticipée, quoi. Enfin, en gros, la pré-retraite, pardon. Et donc, quand on dit en 1979, la banque pourrait être la cité registre demain, ça veut dire que ça va être la catastrophe, quoi. Tout le monde va être au chômage. Et surtout que, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'était qu'une banque en 1979, mais si vous n'avez pas d'idée, eh bien, le 15 décembre, quand on va tous ressortir, je vous conseille d'aller faire un tour à l'agence centrale de la Société Générale, si vous n'y avez jamais été, celle qui est juste derrière l'Opéra. C'est comme ça que je vais terminer le cours, c'est en faisant un peu de tourisme à Paris. Donc, vous avez l'agence centrale de la SocGen, elle est derrière l'Opéra, donc elle est boulevard Haussmann, juste en face des Galeries Lafayette. Donc ça tombe bien, vous irez faire votre marché de Noël pour faire des cadeaux. Et plutôt que de perdre du temps à aller acheter des trucs aux Galeries Lafayette, allez à l'agence centrale de la SocGen, parce qu'elle est magnifique. C'est une immense salle ronde avec une immense verrière de vitraux de couleur. Et au sous-sol, vous avez la salle des coffres, qui est absolument fantastique, avec une immense porte blindée, etc. Bon, et quand vous voyez comment c'est foutu l'agence centrale, vous voyez une espèce d'immense parterre, c'est grand comme 3 terrains de foot, avec des guichets qui font le tour. Et dans les guichets, il fallait imaginer quoi? Il fallait imaginer qu'en 1900, il y avait des clients qui venaient avec leurs obligations pour toucher leurs coupons. Et ce n'est pas seulement en 1900, parce qu'il y avait encore des coupons papier quand j'étais enfant. À la fin des années 70, il y avait encore des coupons en papier pour les obliger. Et donc, les coupons en papier, ça veut dire que tous les semestres ou tous les ans, vous découpiez les coupons sur vos obligues, vous apportiez les coupons au guichet, l'employé de banque mouillait son doigt, comptait les coupons. Quand il avait 10 coupons, il mettait un élastique autour de 10 coupons. Ensuite, quand il avait 10 paquets de 10 coupons, il mettait ça dans un sac en polyéthylène. Et puis, quand il avait 10 sacs en polyéthylène, il les mettait dans un sac en toile de jute. Et puis, quand il avait 10 sacs en toile de jute, il les mettait dans une caisse. Puis, quand il avait 10 caisses, il les mettait sur une palette. Et puis, quand il avait 10 palettes, il appelait le camion arrivait. On mettait tout dans le camion repartait, il arrivait à l'agence centrale. À l'agence centrale, il y avait un mec qui sortait la palette, il sortait les 10 caisses, des 10 caisses, il sortait les 10 sacs en toile de jute, des 10 sacs en toile de jute, il sortait les 10 sacs en polyéthylène, des 10 sacs en polyéthylène, il recomptait les coupons et puis il les remettait. C'était ça la banque, d'accord? Donc évidemment, quand on dit hey, vous savez, il y a un truc, ça s'appelle un ordinateur. Alors là, panique, parce qu'évidemment, le mec, il passe son temps à compter les coupons, il ne sert plus à rien. N'empêche que il n'y a pas eu de chômage technologique dans la banque entre 1979 et la première fois où la SocGen a licencié, je pense que ça devait être en 2014 ou 2015. Donc on a subi toute la transformation de l'informatique sans absolument mettre au chômage une personne, y compris, ce que vous ne savez pas non plus, c'est que pendant 30 ans, le candidat trotskiste aux élections présidentielles, Arlette Laguiller, c'était une employée du Crédit Lyonnais. Donc vous imaginez la qualité du service bancaire qu'elle devait fournir. D'accord, elle était au guichet et les clients qui arrivaient, ils reconnaissaient la candidate trotskiste et leur disaient le capitalisme ultralibéral, c'est pas bien. Bon. Donc non seulement il y avait trop d'employés de banque, mais en plus, ce n'étaient pas des employés de banque modèles. Et ils n'étaient probablement pas d'une productivité totale. Donc le fantasme que l'ordinateur remplace les emplois, ce n'est pas nouveau. Mais nous verrons la semaine prochaine pourquoi et comment les banques se sont accommodées de la modernisation en continuant à faire leur métier de base qui est de produire de l'information. Voilà. Pour ce soir, merci de votre attention. Et je suis très touché que vous soyez resté me voir plutôt que d'aller chez... Attendez, je sais plus où est le truc.